Donc Cécile Flao est maître de conférence HDR à Paris-Descartes. Et Valérie Laurence, elle est par contre médecin-chef de l'unité adolescents jeunes adultes de l'Institut Curie. Donc elles vont nous présenter un travail sur les études qualitatives auprès d'adolescents atteints de cancer et de leurs parents. Quelles questions, pour quelle méthode? Et elles seront ensuite discutées d'une part par Adèle Assous, qui est docteur en psychopathologie et psychanalyse, post-doctorante à Saint-Louis justement, dans le service de Régis Péfaux de la Tour, et Jean-Michel Zucker, avec qui j'ai eu longtemps l'occasion de travailler à Curie, dont il était chef du service de pédo-oncologie, et qui est un homme toujours à l'action et dans le travail. Voilà. Donc je vous laisse la parole. Merci à tous. Donc je vais introduire notre topo. Donc tout d'abord, on voulait remercier, j'associe Valérie à moi, les organisateurs et Carl Léo de nous avoir contactés pour nous inviter à faire un duo aujourd'hui. Alors j'avoue que la demande n'était pas forcément facile à penser pour nous, mais on s'est dit allez, on se lance. Et donc la demande qui nous avait été faite était d'essayer de vous retranscrire quel type d'études en collaboration entre médecins et psy, avec plutôt des méthodologies qualitatives, vu que c'était un peu l'objet de la réflexion, on avait pu mettre en place et comment ça s'était passé. C'est-à-dire qu'on voudrait vous faire une communication plus expérientielle que théorique. Bon, bien évidemment, on ne se refait pas, on va quand même vous dire un peu ce qu'on a trouvé dans les peu de choses qu'on a faites. Mais voilà, donc on a essayé d'organiser le topo de manière à vous donner un reflet à partir de deux travaux, enfin deux projets de recherche, l'un qui est terminé et l'autre qui est en cours, d'où nous en sommes aujourd'hui de cette longue collaboration de notre duo de choc. Donc je te passe la parole. Oui, alors médecin-chef, ça fait un peu médecin-chef de prison de la santé, donc je suis juste oncologue médical, juste pour dire que j'ai une formation de médecin d'adulte, c'est quand même important. Donc en fait, comme je suis médecin, je ne vais pas non plus me refaire, je vais vous parler de ce que je connais, donc adolescents et jeunes adultes atteints de cancer, de quoi on parle, et donc pourquoi on est amené à se poser des questions, et pourquoi on est amené à se retrouver dans ce type de colloque. Voilà. Alors, AJA et cancer, quand on parle de AJA et cancer, on vous en a peut-être déjà parlé ce matin, nous, en France, on parle plutôt des 15-25 ans, adolescents, jeunes adultes. Il faut voir que cette définition est très variable, selon les frontières, même dans l'Europe, et en fonction de quel côté de l'Atlantique on est. Aux États-Unis, c'est les 15-39. Quand vous lisez de la littérature sur adolescents et jeunes adultes atteints de cancer, on parle des 15-39. Au Canada, c'est les 15-29. Au Royaume-Uni, c'est les 13-24. Donc vous voyez quand même que ça peut quand même jouer. Alors, quand ils sont atteints de cancer, il faut savoir que AJA et cancer, 15-25 ans, c'est 2000 nouveaux cas par an. On ne parle pas non plus d'une pathologie de centaines de milliers de patients. C'est autant, voire plus, que les enfants de moins de 15 ans. Avec une épidémiologie qui est extrêmement variée, dans laquelle on rencontre à la fois des tumeurs qu'on rencontre chez les tout-petits, des tumeurs qu'on rencontre chez les adultes et des tumeurs qui sont assez spécifiques à cette tranche d'âge. C'est-à-dire que les leucémies et les tumeurs cérébrales qui sont prédominantes chez les petits commencent à chuter, mais on les rencontre quand même de façon importante dans cette tranche-là. Il y a tout ce qui est tumeur osseuse, sarcome osseux, dont je m'occupe beaucoup, donc qui est vraiment spécifique, assez spécifique à cette tranche-là. Les ostéosarcomes et les sarcomes d'Ewing, par exemple, sont des tumeurs qui ont leur pic d'incidence dans les 15-25. Il y a les tumeurs germinales gonadiques, et puis on voit émerger à partir de 20 ans les tumeurs qu'on va rencontrer chez les adultes, c'est-à-dire les cancers du sein, les cancers du côlon, les cancers ORL, les mélanomes, les cancers de la thyroïde. Donc en clair, ça veut dire que c'est vraiment une épidémiologie qui est extrêmement particulière, extrêmement variée, et qui évolue entre 15-19 et 20-25. Dans la très grande majorité des cas, ces jeunes gens guérissent, de l'ordre de 75 à 80% des cas. Néanmoins, on peut distinguer trois groupes. Il y a un groupe de tumeurs de très bon pronostic, les Hodgkin, les tumeurs germinales, ce qu'on appelle les tumeurs testiculaires par exemple du jeune homme, les cancers thyroïdiens, les mélanomes. Des tumeurs qui sont de moins bon pronostic, qui sont les sarcomes, les leucémies, qui ont plutôt une survie de l'ordre de 50%. Et puis des tumeurs qui sont vraiment de très mauvais pronostic, qui sont les tumeurs gliales et certaines tumeurs cérébrales en particulier. Voilà. Ce qu'on sait aussi, c'est chez les jeunes gens, c'est que quand ils ont la même pathologie que quelqu'un de moins de 15 ans, leur survie est moins bonne. Pour des tas de facteurs qu'on discute énormément, mais on sait, et ça a été vraiment démontré dans les études, et que sur les 20 à 30 dernières années,
Toute la population générale de 0 à 90 ans a bénéficié d'augmentation de la survie significative, sauf cette tranche d'âge. Et ça a été bien démontré dans les publications épidémiologiques. Juste pour vous dire, c'est la première cause, le cancer est la première cause de décès non accidentel chez les 15-25. Et on est à peu près à 300 décès par an. Je vous dis ça parce qu'on va parler des décès, et donc c'est important de voir de quels chiffres on parle. Alors, comme c'est une pathologie qui a entre 15 et 25, c'est une pathologie qui est prise en charge soit par des onco-hématologues adultes, soit par des onco-hématopédiatres. Ça dépend de l'âge. Et on s'est rendu compte dans les études épidémiologiques que c'était 17 ans la tranche, un peu la limite. Ça dépend de la pathologie. Quand on a une pathologie plus pédiatrique, qu'on a 19 ans, on est plutôt chez des pédiatres. Quand on a un cancer du sein, quand on a 18 ans, on est plus chez les oncologues adultes. Et des circuits. Qui est mon copain dans ce monde merveilleux de la cancérologie? C'est un peu ça. Toute une réflexion est en train d'émerger, vous la connaissez bien, sur le plan international, national. Et cette réflexion a été initialement issue d'hôpitaux un peu expérimentateurs. De ces expériences locales est née une réflexion nationale qui a été soutenue par l'INCa avec un appel d'offres en 2012 qui a soutenu 8 projets sur l'ensemble du territoire français, dont l'objectif était une double valence médecine d'adulte, médecine pédiatre et des projets plutôt transversaux. Actuellement, il y a au moins 8 unités financées sur le territoire français, vraiment dédiées pour cette population, et il y a 3 unités d'hospitalisation dédiées qui sont arrivées au fil du temps dans les 10 dernières années. La première étant celle de Gustave Roussy, adossée à la pédiatrie, qui prend en charge à partir de 13 ans, qui a été créée en 2002. La deuxième ici à Saint-Louis, qui s'occupe uniquement de pathologie hématologique, qui s'occupe des 15-25 ans et qui est dirigée par le professeur Boissel que vous avez vu ce matin. Et la troisième, last but not least, Curie, 15-25, qui est une unité mixte dirigée par une oncologue médicale avec des oncologues pédiatres comme assistants et dépendants d'oncologues du service de pédiatrie. Voilà. Alors, on a vu que dans la grande majorité, ils guérissaient ces jeunes gens, mais il y a quand même 20% d'eux qui ne guérissent pas et qui vont mourir de leur pathologie. Et à ce moment-là, on se retrouve dans des situations médicales évidemment compliquées et aussi avec un rôle des parents qui va être assez fluctuant selon les ados, mais ils se servent en fait de leurs parents, voire de leurs proches, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui ont des conjoints pour les plus âgés. Alors, les parents dans ces situations palliatives, soit ils les envoient à la recherche d'informations, va donc demander ce que le docteur a dit et quand est-ce que... Voilà. Soit comme traducteur, j'ai rien compris de ce que le docteur m'a raconté, donc réexplique-moi s'il te plaît. Soit comme base de données, c'est-à-dire que les parents emmagasinent les bases de données, les examens, le timing, tout ça, et puis c'est demandé par le jeune à un moment précis, évidemment à un moment où le soignant ou le médecin n'est pas disponible. Soit comme pilier aussi, ça dose beaucoup à leurs parents pour pouvoir questionner les soignants. C'est difficile quelquefois, on dit toujours qu'il faut les voir tout seuls, mais quelquefois quand ils sont tout seuls, ils n'arrivent pas à poser des questions. Et ils ont besoin d'avoir cette présence d'un proche, d'un parent, pour pouvoir s'en servir pour questionner les soignants. Ou alors carrément de tampons pour ne pas avoir à se poser des questions et donc ne pas avoir à entendre les réponses qui, dans cette situation, est souvent des réponses qu'ils ne souhaitent pas entendre. Et donc pour les soignants, quand on est devant ces jeunes qui sont dans une situation palliative qui peut durer longtemps. La situation palliative, ça ne veut pas dire une situation de fin de vie. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir une maladie non curable qui maintenant, avec les nouveaux traitements, avec tout ce qui est innovation thérapeutique, peut durer plusieurs mois, voire éventuellement plusieurs années. Donc c'est très compliqué. On n'est pas dans le cadre d'une maladie génétique ou d'une maladie qu'on a depuis tout petit. On est dans le cadre d'une maladie qu'on a eue à l'adolescence, qu'on a cru pouvoir guérir à un instant, et puis qui tout d'un coup devient chronique. Donc s'adapter à cette situation nécessite, est compliqué. Donc pour les soignants, dans une situation non curative, palliative, l'objectif c'est d'essayer de voir quelle modalité de prise en charge palliative ils souhaitent. Est-ce qu'ils veulent quelque chose de plus près du domicile, plus près de l'hôpital, le centre de référence, envisager une USP, on ne sait pas. Enfin, beaucoup de choses peuvent émerger. Il y a des moments où il faut savoir discuter la poursuite ou l'arrêt des traitements spécifiques, qui est souvent quelque chose de très compliqué chez ces jeunes gens. C'est-à-dire arrêter les traitements chez les jeunes. Moi qui m'occupe de patients plus âgés, c'est souvent très difficile. Et les demandes sont quelquefois divergentes entre les parents et les jeunes.
Voilà, et il faut pouvoir essayer d'entendre le souhait de ces jeunes. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un jeune qui dit bah, « je veux pas de traitement », les parents qui en veulent. Bon, on essaye de pouvoir faire émerger ça. On sait aussi qu'ils ont un déni beaucoup plus fort et important que les populations plus adultes, et on peut les voir se projeter dans l'avenir avec des situations médicales extrêmement précaires. Et donc, quand on est dans une situation palliative, va se poser la question de où on va mourir. Les Français, en général, ils disent qu'ils veulent mourir chez eux, dans 2/3 des cas, mais en fait, ça se passe dans 40% des cas, avec des facteurs prédictifs que je vous ai mis là, qui dépendent du souhait du patient, de sa famille, de où il habite, de est-ce qu'il y a des aides à domicile qui ont été mises en place, et est-ce qu'il a une tumeur hématologique ou non hématologique. Pour les petits, on a des données. Au Royaume-Uni, il y a environ 50% des enfants atteints de cancer qui meurent à domicile, ça tombe à 30% pour les plus de 15 ans. On a des données américaines aussi sur un programme centré des 15-25 avec 60% de décès à domicile. Et il y a eu une étude qui avait été faite à Curie, qui a été publiée en 2010, sur 65 enfants d'âge médian 10 ans, donc ça allait de 0 à 15 ans. Il y avait 30% de décès à la maison. Cette différence n'est pas forcément liée à la part technique, c'est-à-dire à la part médicale de difficulté de prise en charge palliative à domicile. C'est-à-dire qu'entre un adulte et un adolescent, pour la même difficulté technique, c'est pas ça qui va jouer sur le lieu de décès. Voilà. Donc pour pouvoir m'occuper d'adolescents et jeunes adultes, je suis allée au début des années 2000 au Royaume-Uni, me former au sein d'une unité parce qu'ils sont très leaders dans ce domaine. Quand je suis rentrée à Curie, on a créé un programme dédié en collaboration avec pédiatres, oncologues médicaux, psy, assistantes sociales, voilà. Et en fait, au bout d'un an, je me suis dit, mais ce que j'ai vu au Royaume-Uni, c'est que tous les jeunes, enfin la majorité des jeunes, mouraient à la maison. Et alors nous, notre expérience clinique à Curie, c'est que c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et que, en grande majorité, la fin de vie des ados et des jeunes se passe à Curie, ou en milieu hospitalier, arrivée catastrophique aux urgences, ou arrivée dans un hôpital de périphérique, alors que pendant tout leur parcours de soins, on les entend revendiquer des temps d'hospitalisation les plus courts possibles, et quand est-ce que je sors. Et donc, on s'est posé la question de pourquoi. C'est à partir de cette expérience que notre recherche a été menée. On s'est demandé si c'était parce qu'il y avait des différences entre le monde pédiatrique et le monde adulte, avec des ressources différentes, des cultures différentes, des moyens différents. Voilà. On s'est demandé est-ce que ces choix de lieu de décès, ils étaient discutés par les patients, par les proches, avec les soignants, entre eux. Qu'est-ce qui faisait d'éventuels obstacles à des souhaits, si on arrivait à émerger au souhait. Donc à ce moment-là, on s'est tourné vers les psys, on a dit comment est-ce qu'on explore le vécu des familles et des proches dans l'après pour tenter de résoudre cette question sur les lieux de décès, sachant qu'à cette époque, il n'y avait pas d'études en France. Voilà. Bon, alors Valérie est arrivée avec cette demande, comme elle vient de vous le dire. Donc elle m'a dit, voilà, j'ai une super question très intéressante par rapport à pourquoi est-ce qu'ils veulent jamais être à l'hôpital et pourquoi est-ce qu'ils meurent tous à l'hôpital, en gros. Et est-ce que tu pourrais m'aider à comprendre ça avec tes outils de recherche ou une idée génialissime. Moi, évidemment, je n'avais pas d'idée génialissime, mais je lui ai dit, on va y réfléchir et puis on va essayer de proposer une manière de travailler autour de cette question. Alors évidemment, on ne se refait pas non plus. Moi, comme je suis psy, j'ai commencé par réfléchir à ce qu'il existait, parce qu'elle m'a évidemment fait part de tout ce qu'elle vous dit là, des recherches existantes et tout. Et donc, je me suis demandé un peu comment est-ce qu'on pourrait travailler. Donc, la demande, c'était de commencer par une recherche plutôt rétrospective. L'idée, c'était de se dire, bon, comme ils décèdent tous à la maison, on va commencer par faire à l'hôpital. Bravo, bonjour, ça commence bien. On va commencer peut-être par interroger les parents après, pour essayer un peu de comprendre comment ça s'est passé, comment ça s'est mis en place. C'est probablement moins compliqué que d'essayer d'emblée de faire une étude prospective, exploratoire. Avant, on les suit, on regarde, on prend plein de variables. Donc Valérie m'a dit, on va commencer par un truc très simple. Je lui ai dit, ah, très bien, si c'est très simple, ça va être très bien. Donc on s'est dit, bah voilà, on va recontacter les parents de nos adolescents décédés, qui seront donc en deuil, et on va leur demander de participer à une recherche où on va essayer de développer une méthodologie pour essayer de comprendre comment ça s'est passé, cette fin de vie, qu'est-ce qui a pu déterminer, infléchir le choix du lieu de décès, la communication, tout ce qui a pu se passer autour de cet adolescent en fin de vie, et pourquoi finalement est-il donc plus mort à l'hôpital qu'à la maison. Alors on a commencé à se poser pas mal de questions, enfin notamment moi ça m'a posé pas mal de questions. La première c'était de me dire, bon, finalement je vais être amenée à proposer une méthodologie, donc plutôt qualitative, hein, vous verrez pourquoi, je vais y revenir, mais ça va toucher à plusieurs problématiques. Donc du coup je suis allée un peu les regarder ce que les collègues avaient écrit
sur la question. Et donc je me suis dit, je vais regarder si, par exemple, sur le deuil du parent qui a perdu un enfant, on retrouve des choses sur le lieu de décès. Est-ce que des gens ont déjà croisé ça dans leurs études sur le deuil, vu qu'il y a une énorme littérature très conséquente sur le deuil parental? Je me suis dit, je vais aller essayer de fouiller un peu finement dans cette littérature. Donc j'ai fait une revue littérature sur le deuil parental. J'ai trouvé beaucoup d'articles dans toutes les langues et voilà, avec plein d'éléments. Et puis vraiment en cherchant précisément, j'ai quand même trouvé des choses qui avaient un tout petit peu à voir avec le lieu de décès, c'est-à-dire qu'il y a quand même, alors c'est de 4 lignes ou un paragraphe dans un article, il faut vraiment chercher, mais je me suis rendu compte que dans des articles assez récents, ça apparaissait, ça commençait à sortir dans la littérature. Donc par exemple, que dans toute la partie qui concerne les conséquences à long terme, qui est très à l'œuvre dans la littérature psychopathologique autour du deuil aujourd'hui, eh bien on retrouvait comme prédicteur, a priori, de certains facteurs de risque, chez les mères et chez les pères, un certain nombre d'éléments difficiles qui apparaissent, et notamment chez les pères, c'était par exemple quand le décès se passait à l'hôpital. C'est-à-dire que quelque chose de prédictif, ça avait l'air d'être le lieu de décès sur l'expression de la difficulté du deuil chez ces pères. Je me suis dit, tiens, c'est intéressant, ces parents qui ont l'air tous, alors on retrouve ça dans toutes les études, j'en ai mis qu'une, tous les parents endeuillés développent une sensation d'anxiété plus forte, une sensation de vulnérabilité chronique, ça, quels que soient les lieux, quels que soient les âges, quels que soient les pays, quelles que soient les cultures, vous retrouvez tout ça dans les parties quantitatives et évalué qualitativement, et puis, boum, au milieu d'une étude qualitative, vous croisez que, visiblement, chez les papas, le lieu de décès, ça a eu l'air d'avoir un impact. Donc je me suis dit, manifestement, certains en parlent. Vous trouvez aussi des choses sur les besoins, et alors c'est intéressant parce que, paradoxalement, dans les besoins, vous trouvez des choses sur le besoin d'avoir des contacts avec le service. Alors je me suis dit, mais c'est intéressant, on s'interroge sur où est-ce qu'il meurt, et puis finalement, il y a l'air d'avoir besoin d'être en contact avec l'environnement, de revenir dans le service, même quand ils sont morts à la maison. Et donc, visiblement, ces parents ont tendance à revenir vers les services de soins, à demander éventuellement de l'aide pour les frères et sœurs. Donc là, je me suis dit, c'est rassurant, on devrait peut-être pouvoir réussir à les mobiliser pour faire une étude. Et puis, quand j'ai regardé plus précisément, il y avait quand même certaines limites. C'est que le plus souvent, les parents qui sont inclus dans ces études, ils sont tous pris en charge. C'est-à-dire que ce ne sont pas des parents en deuil vus écologiquement comme ça au hasard. Ce sont des parents qui bénéficient d'une prise en charge de leur deuil, qu'elle soit psychologique, médicale, groupale, associative. Mais il n'y a pas des parents comme ça qu'on aurait recontactés. C'est-à-dire qu'on les fait venir dans la recherche, quasiment tous, dans quasiment 100% des études, par une prise en charge qui leur a été proposée pour les aider. Donc je me suis dit, mais c'est intéressant parce que c'est pas non plus n'importe qui répond. Donc ça, c'est la première limite. Et puis, la deuxième limite, c'est qu'il y a très peu d'études françaises. Alors sur les lieux de décès, il n'y en avait pas. Et puis, il n'y a pas beaucoup de participation, il n'y a pas d'études vraiment empiriques, il y a de très très belles études qui présentent des cas très bien documentés où les parents racontent très bien leur parcours, mais finalement, c'est très souvent un parent qui participe à un programme ou qui a été pris en charge par un psy, qui a décidé de publier sur ce patient-là qui lui paraît emblématique de certaines difficultés, mais finalement, on se dit, mais voilà, on loupe tout un tas de parents, et puis ça ne nous dit pas grand-chose finalement sur le processus de fin de vie. Alors on s'est dit, on va essayer de répondre un peu à cette lacune. Là, on commençait à trouver que ça allait être moins simple, parce que vu l'ampleur de la lacune, on s'est dit, c'est probablement que les collègues y ont pensé avant nous et qu'ils ont eu du mal. Donc on a décidé de se lancer dans une étude sur les lieux de décès. Pour cela, on a obtenu un financement par l'INCa, qui avait relativement apprécié... Fondation de France ? Fondation de France, qui avait à peu près apprécié l'idée de Valérie de travailler sur cette étude. Et on s'est dit, on regarde un peu ce qui est recommandé. Donc, dans les comités d'éthique, ils recommandent de faire du qualitatif avec les endeuillés. Ça tombe bien, c'est à peu près ce qu'on avait prévu de faire. Donc, on se lance dans cette étude et on s'est dit, on va commencer méthodologiquement par faire quelque chose simple. On a repéré 24 familles dans un listing fourni par les pédiatres et les oncologues adultes qui travaillent avec nos adolescents et jeunes adultes, décédés depuis plus de 2 ans pour quand même laisser passer la première année du deuil et prendre un tout petit peu de recul, et puis jusqu'à 5 ans pour qu'on n'ait pas trop de perdu de vue, de gens qui aient déménagé, etc. Évidemment, on en a eu quand même. Et on va les recruter systématiquement, successivement. C'est-à-dire qu'on va leur proposer de revenir à Curie, donc c'est pas n'importe quoi quand même, pour rencontrer un gentil psychologue chargé de l'étude qui va leur proposer un entretien pour parler de leur enfant qui est décédé. Donc je vous passe les milliards de réflexions entre médecins, psy, assistantes sociales pour savoir qu'est-ce qu'on écrivait dans la lettre, comment est-ce qu'on leur disait ce dont on allait parler, comment est-ce qu'on les faisait venir. Il y a même eu un moment débattu, est-ce qu'on les fait venir à Curie ou ailleurs, est-ce qu'on essaie d'externaliser le lieu. Finalement, on a opté pour leur proposer de revenir dans l'institution et leur envoyer une lettre assez ouverte, signée du médecin référent qui avait suivi
l'adolescent décédé, donc avec quelque chose d'assez personnalisé, en leur disant voilà, qu'on se souvenait de leur enfant, qu'on se souvenait de la situation et qu'on aimerait revenir vers eux pour leur demander de participer à une étude qui participe d'une réflexion sur la prise en charge de la fin de vie. Et donc il y avait 24 familles qui correspondaient à nos critères d'âge aussi des adolescents et qui avaient été suivies à l'Institut Curie. Une nuance, juste pour dire, on a envoyé 80, on a contacté 80 familles et on a eu 24 réponses, qui n'est pas un mauvais taux de réponse, ma foi. C'est plutôt un bon taux de réponse. Et aussi, ce qui est important, c'est qu'on a eu très peu, on s'attendait à avoir des réactions potentiellement très négatives de certaines familles. Et finalement, il y a eu très peu de parents qui ont réagi négativement. Il y en a qui se sont manifestés pour dire qu'ils ne souhaitaient pas participer à l'étude et qui avaient des raisons liées à tout un tas d'éléments de leur circuit médical et qui du coup ont pris des rendez-vous, ce qui nous a semblé en fait être une retombée quasi positive de la recherche, comme c'est parfois décrit, hein. L'idée que finalement parfois d'aller vers des populations dites fragiles, parce que je vous passe évidemment le temps pour avoir les accords des comités d'éthique, ça a été ubuesque, on a cru. Je vous passe également le temps pour avoir les accords dans les équipes. Moi je me souviens très bien, pour une anecdote, que la première fois où j'ai présenté cette étude, je me suis fait traiter de barbare. C'était absolument atroce que cette étude puisse être envisagée. Et donc, on a mis beaucoup de temps à convaincre, alors je dois le dire, beaucoup les pédiatres, hein, Monsieur Zucker, je suis désolée, pour pouvoir les embarquer dans ce projet. Et il a fallu beaucoup expliquer que de toute façon, c'était difficile de 2 ans à 5 ans et les termes de la lettre ont été pesés avec tous ensemble, avec chaque virgule. Lettres, hein. Quoi ? Il y a eu plusieurs lettres. Et plusieurs lettres. Enfin, ça a été vraiment un travail. Monter la recherche, on a passé pas mal de temps. Et donc, bon, il y a eu ça dans les équipes. Il y a eu évidemment les comités d'éthique. Alors, pour moins attaquer nos pédiatres, globalement, le travail autour des endeuillés, moi, c'est à peu près 50% de mon travail de recherche. Les comités d'éthique, quelle que soit la population, a fortiori quand ce sont des enfants, continuent à amener exactement les mêmes remarques. Vous voyez que la première étude, les premiers résultats ont été publiés en 2008, ça commence presque à être vieux. On est en 2015, et là ça fait 4 ans que j'essaie de faire passer une étude auprès d'un comité d'éthique sur des frères et sœurs d'enfants, qui me disent la même chose, qui me disent que je suis barbare, que je vais inquiéter les parents des autres enfants si je veux étudier les enfants survivants, etc. etc. Donc, voilà, c'est pas que les pédiatres. Je pense que ce qu'on peut dire, voilà, c'est que le sujet active des réactions très difficiles chez les gens qui sont censés s'occuper du bien fondé de nos travaux. Et donc, il a aussi fallu beaucoup dire, bah voilà, c'est recommandé dans la littérature, de travailler auprès de ces patients. Il y a des publications qui attestent de l'importance de ces recherches et des retours sur les recherches. Il commence à y avoir des publications d'éthique qui publient les retours que les patients qui ont été sujets de recherche font sur ce que leur a apporté à eux personnellement la recherche, au-delà des retombées scientifiques. Et puis, un certain nombre de recommandations sur les méthodologies que nous avons cherché à respecter. Donc, en termes de méthodologie, je me suis dit, bon, on va quand même rencontrer a priori une vingtaine de familles. Il y en a 24 qui étaient à peu près OK. Et donc, on va donc procéder par entretien. Et l'idée, c'était de se dire, bon, bah, maintenant qu'on les a dérangés, peut-être, comme on ne sait pas trop le matériel qu'on va avoir, autant choisir une méthodologie qui nous permettra d'avoir peut-être différents niveaux d'analyse. Donc on s'est tourné vers une méthodologie dont vous avez déjà parlé, si j'ai suivi ce que certains m'ont dit, qui était là ce matin, contrairement à moi ou hier. Donc on a plutôt choisi une méthodologie de recherche avec des entretiens semi-directifs, mais au sens tel que recommandé dans la théorisation ancrée, hein, c'est-à-dire qu'en fait il n'y avait que 3 questions. Donc en fait c'est quasi non directif par rapport à la grille de certains entretiens que certains nomment semi-directifs, mais qui en fait sont des entretiens directifs si on regarde les recommandations sur la recherche qualitative. Et j'ai opté pour une analyse par théorisation ancrée de manière un peu arbitraire, sans demander son avis à Valérie, qui, comme vous le voyez, en a beaucoup à faire. De toute façon. Voilà. Alors, pourquoi cette méthode d'analyse ? Alors, si vous en avez déjà parlé, je pense que voilà, je ne vais pas vous refaire un cours sur comment on procède, mais avec l'idée qu'étant donné l'ampleur du discours et la variabilité du discours, ça permettrait d'avoir dans les 2 premiers niveaux d'analyse beaucoup de thématiques et de peut-être avoir des résultats qui répondraient à différents niveaux de questions, à savoir des thèmes qui apporteraient des réponses peut-être pour les médecins sur justement le lieu de décès, ce qui avait pu entraver des choses, favoriser des choses, et puis peut-être d'autres thématiques émergentes qu'on n'avait pas du tout prévues, qui peut-être seraient d'un grand intérêt dans un processus de théorisation peut-être plus secondaire auquel on ne s'attendrait pas.
Et vous allez voir que finalement, c'est ça qui s'est produit. Donc on a publié le premier article qui est situé en haut, qui était en fait l'article où on a extrait le thème concernant le lieu de décès. C'est pas ça que je vais vous présenter, je vais vous présenter ce qui a émergé et auquel on ne s'attendait pas, parce que c'est beaucoup plus rigolo quand même de voir ce qu'on n'attendait pas à trouver. Donc sur les lieux, déjà il s'est trouvé que sur les 24 familles, tous les jeunes étaient donc décédés à l'hôpital. Donc déjà, nous n'avons pas eu un échantillon où certains seraient décédés à la maison. Donc déjà, c'est quand même un échantillon qui est certes représentatif de notre population, mais voilà, il n'y a pas de patients qui pourraient de parents de patients qui pourraient nous rapporter comment ça s'est passé à la maison. Et on retrouve un peu ce que Valérie vous a décrit dans la littérature, c'est-à-dire qu'en fait, les parents décrivent tout ce que leur enfant demandait pendant tout le traitement, d'être plutôt à la maison qu'à l'hôpital, mais que vers la fin de sa maladie, il a brutalement été beaucoup moins hostile à l'idée d'aller à l'hôpital, voire certains demandaient à être hospitalisés. Et les parents qui parlent spontanément du processus de décision disent pour 100% d'entre eux que ça n'a jamais été discuté entre eux et l'enfant. Beaucoup fantasment que l'enfant l'a discuté avec le médecin, mais ils disent ne rien en savoir. Donc ça, c'est relativement ce qu'on lit aussi dans d'autres études qui se sont un peu posé cette question-là. Et la plupart des parents disent que ça les rassurait que l'enfant soit pris en charge par le milieu médical dans la toute fin de vie, et que même s'ils savaient que c'était peut-être contraire à ce que l'enfant avait exprimé, enfin l'adolescent, pendant tout son processus de soins, pour eux, c'était quand même un grand soulagement, parce que même si médicalement, les symptômes ne sont pas moins bien contrôlés que les adultes, ces parents ressentent que c'est plus dur de traiter un adolescent qu'un autre patient. Donc ça, c'est ce qui a émergé sur les lieux de décès. Et donc ça, c'est l'objet de cette première publication qu'on a essayé de faire assez rapidement pour répondre à la question. Et puis, nous en avons fait une deuxième. Donc ça, c'est rapidement la population. Je vous ai remis un peu comment c'était réparti. Les différentes familles, combien de familles. Donc finalement, il y a quand même eu donc, les 3 refus dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on est tombé à 21 qui avaient répondu, mais pour refuser. Voilà, pourquoi pas. À peu près l'âge moyen des parents. Le temps, c'est en mois, hein, bien évidemment. Et puis, en gros, la répartition des maladies qui est relativement, je pense, représentative de ce à quoi on s'attendait. Représentatif du recrutement de Curie, qui, donc vous voyez, il y a quand même une très grande prédominance de sarcome, parce que c'est vraiment on est vraiment un centre de référence. Donc on n'a pas du tout, il n'y a absolument pas la thématique des pathologies hématologiques, en particulier des leucémies, qui là par contre, sur le plan médical et technique, est tout à fait différente, en raison des besoins transfusionnels, enfin pour des tas de choses. On parle vraiment de tumeurs solides. Donc voilà, donc vous voyez qu'en gros, ces adolescents étaient autour de 18 ans, il y a eu un peu plus de garçons que de filles, et que la moyenne de fratrie était de 2, donc globalement, c'est plutôt des enfants qui avaient des frères et sœurs, on va le dire comme ça. Alors finalement, en faisant notre théorisation ancrée, il y a un énorme thème qui est ressorti, qui était le thème des besoins. Alors qu'on n'a pas du tout, il n'y avait pas de questions sur les besoins, il y avait 3 questions qui concernaient, la première question était une question très ouverte, du style « Parlez-moi de vous aujourd'hui ». Vous êtes venu à cet entretien à l'Institut Curie, parlez-moi de vous, comment ça se passe pour vous et dans votre famille. Donc voilà, il y avait une deuxième question qui était un peu plus centrée sur la fin de vie, c'est-à-dire que si les parents n'abordaient pas spontanément la question de la fin de vie de l'adolescent, le chercheur qui était chargé de l'étude l'abordait avec eux. Et puis il y avait une 3e question où on leur demandait s'il y avait des choses à changer. Qu'est-ce que vous changeriez? Donc aussi une question très ouverte. Il n'y avait pas du tout de questions sur les besoins, sur des choses qui n'auraient pas été fournies pendant la prise en charge. Et pourtant, on a eu une énorme thématique sur les besoins. Donc on a analysé en théorisation ancrée, on était 3 cotateurs. Voilà, on a fait des vérifications quand même de fidélité interjuge en mettant tout ça dans NVivo pour quand même vérifier qu'on avait bien codé comme il fallait. Et quand même, on se retrouve avec 95% des parents qui évoquent un besoin de soutien psychologique spécialisé. Alors là, on s'est dit, bravo, on est des psys qui ont une étude demandée par les médecins, on voit des parents qui ne sont pas connus de nos services, 95% d'entre eux disent qu'ils auraient besoin d'un soutien psychologique spécialisés. Et puis, quand on regarde un peu dans leur dossier, du coup, le chercheur leur a dit « Ah bon, mais est-ce qu'à un moment, vous avez bénéficié de ce suivi ?» Pour un peu continuer sur cette voie-là, enfin là aussi, tel que recommandé dans la manière de mener l'entretien, on a finalement 14% de ces parents qui ont bénéficié d'un suivi. Alors évidemment, ça nous a un peu interrogés. On s'est dit, bon, on va regarder un peu ces thématiques autour des besoins peut-être un peu plus finement pour essayer de comprendre en fait qu'est-ce qu'ils nous disent quand ils acceptent de revenir à l'hôpital, voir un psy qui fait une recherche qualitative sur les lieux de décès, blablabla, pour nous parler finalement, 95% d'entre eux, de leurs besoins de suivi psychologique. On s'est dit, ah, ça c'est drôlement intéressant, ça pourrait bien faire l'objet d'une autre publication. Et alors on s'est dit, on va creuser ce thème des besoins. Donc on a repris nos jolis codes et puis on a été chercher plus précisément
au niveau des codages, quels étaient les mots et les thèmes précis, les sous-thèmes associés à ces besoins de soutien dits spécialisés, d'accord, qu'on avait interprété comme qu'il nomme comme j'aurais eu besoin d'être soutenu par un spécialiste sur le plan psychologique. Et là, on s'est rendu compte que c'est quand même assez intéressant qu'en fait, si on regarde quand ils se mettent à parler du soutien dont ils ont besoin, c'est qu'en fait 97% de ces 95% parlent d'un soutien spécialisé, mais par l'équipe médicale. Et quand on regarde les thématiques associées, ce qu'ils entendent par soutien psychologique, c'est le fait de recevoir de l'information médicale. En fait, c'est ça qui est dit. Donc c'est intéressant parce qu'il y a un peu deux niveaux de demande. C'est-à-dire qu'il y a à la fois une demande psychologique et puis il y a une demande d'information médicale. Et on se dit, ah bah oui, on peut tout à fait imaginer ce qui peut se passer pendant la prise en charge quand les parents verbalisent ces besoins de demande. Et du coup, où est-ce que ça se situe? Est-ce qu'ils demandent à voir le médecin? Est-ce qu'ils demandent à voir un psy? Est-ce que s'ils ont une demande à ce moment-là de soutien médical et qu'on leur dit, vous allez voir un psy, est-ce qu'ils s'en emparent? Enfin bref, on s'est dit, bon... Là-dessus, il y a quand même des choses qui peuvent nous intéresser. 95% d'entre eux disent que le soutien psychologique, ils le cherchent du côté de leur famille et des amis. Et 95% d'entre eux donnent une raison. Et la raison qu'ils donnent, quand on leur dit « Ah bon, mais parlez-nous de ce suivi », c'est qu'en fait, ils se sont dit que c'était plus fiable d'être soutenu par la famille ou des amis que par des professionnels, parce que ce serait plus durable que la prise en charge qu'on pourrait leur proposer à l'hôpital. Alors ça, on s'est dit « Tiens, c'est une donnée intéressante », c'est que spontanément, ces parents se disent en fait que leur enfant allant décéder, il est peut-être important qu'ils prévoient que le soutien puisse durer dans le temps. C'est-à-dire qu'ils ont quand même vraiment, eux, l'idée que quand on est en deuil, c'est pour fort longtemps, voire pour toute la vie, et que peut-être ils auraient besoin de ce soutien-là. Et donc, le chercheur, qui avait quand même du coup posé des questions en disant « Mais vous avez dit psychologique à un moment ». Et là, on s'est rendu compte que le 100% de besoins d'aide psychologique, eh bien, en fait, elle concerne les fratries. C'est-à-dire que 100% de ces 95% de parents nous disent qu'en fait, le soutien psychologique dont ils auraient eu besoin, c'est que des psys voient leurs autres enfants. Alors, on a une population où il y a beaucoup de frères et sœurs, on l'a compris, mais en fait, là où ils ont la plus grosse demande de soutien psychologique, verbalisé en tout cas, c'est du côté des frères et sœurs, alors même que finalement, on les voit très peu pour plein de raisons, des raisons de distance, des raisons de venue à l'hôpital, des raisons de temps, qu'on les voit très peu après. C'est-à-dire que du coup, on a été regarder un peu dans les dossiers s'il y avait des traces, des suivis des frères et sœurs. On se rend compte qu'en fait, ils sont très peu vus, en tout cas à l'hôpital. Qu'à l'extérieur, quand le psy leur a demandé, mais du coup, vous avez fait suivre les autres enfants, en fait, c'est très compliqué pour eux de consulter. Alors certains racontent, je ne vous ai pas fait tous les thèmes, mais des moments très intéressants où ils essaient d'emmener le frère ou la sœur au CMP ou dans un centre de soins spécialisé ou alors à l'école et où en gros on leur dit que voilà, c'est pas du registre, que ça répond pas. Donc on se dit quand même ces parents se retrouvent dans une demande vraiment ciblée sur les autres enfants à laquelle on n'est pas du tout finalement apte à répondre et qui n'a strictement rien à voir avec la question du lieu de décès, en tout cas par rapport à la question qu'on se posait au début. Bien évidemment, ça a beaucoup de liens. Après, sur le plan des différences, les besoins ne varient pas d'avant ou après le décès, c'est-à-dire qu'on a essayé de regarder dans les connecteurs verbaux si on pouvait retrouver des besoins plus associés à avant la mort, à après la mort, et on retrouve la même chose en fait. Les parents lissent le moment d'avant et le moment d'après. C'est-à-dire que quand ils se rappellent, parce qu'on voit bien, il y a un énorme biais, ils sont dans la remémoration, on les a vus après, ces parents. Quand même, pour eux, c'est un peu les mêmes besoins, que ce soit la fin de vie ou la période du deuil, c'est un peu la même chose. Après, on peut en penser plein de choses, bien évidemment. Et puis, on avait aussi des origines culturelles différentes. Donc, on a essayé de vérifier en reprenant les dossiers un peu plus précisément, en essayant de regarder s'il y avait des notes culturelles. Et on n'a pas trouvé de différence. Mais comme on a un petit échantillon, je pense que ça vaudrait le coup, là, d'avoir un échantillon plus ample, même si on était largement à saturation avec nos 21 familles. Je pense que si on voulait vraiment avoir des thèmes sur la note culturelle, il faudrait rajouter des entretiens pour essayer d'augmenter cette dimension-là. Alors, si on essaie de discuter tout ça, évidemment, ça nous a beaucoup intéressés parce que finalement, on s'est rendu compte qu'il y avait cet écart qu'on connaît bien entre le besoin que les gens expriment de voir le psychologue et l'absence de recours aux aides, que c'est ce qu'on sait de plein d'autres endeuillés. On retrouve exactement la même chose chez les conjoints en deuil. Que les parents ont quand même un besoin spécifique, c'est qu'on s'est rendu compte que 50% d'entre eux avaient déjà recontacté le service bien avant qu'on leur demande de participer à l'étude. C'est-à-dire que spontanément, ils sont revenus vers le lieu où leur enfant avait traité. On s'est dit, mais ça c'est intéressant, nous qui nous sommes posé plein de questions complexes sur, mais peut-on les faire revenir dans l'institution? Mais finalement, 50% d'entre eux avaient déjà fait la démarche spontanément une ou plusieurs fois. Ils disent beaucoup qu'ils veulent plus d'informations, ça ressort beaucoup, et en même temps ils disent qu'on ne peut pas se préparer au deuil, donc ça c'est des choses qui confirment aussi ce qu'on sait déjà dans la littérature et à la mort. Et puis il y a une forte demande pour la fratrie, mais finalement très peu de demandes qui semblent émerger des frères et sœurs eux-mêmes, ou en tout cas qui soient relayées d'une manière à ce qu'on puisse l'évaluer.
Alors, au niveau des implications, on s'est dit finalement, toute cette étude, que ce soit sur l'aspect des lieux ou l'aspect plus des besoins psychologiques qui ont émergé à la faveur de cette question, tout d'abord, on s'est dit qu'il y a un besoin très particulier qui est très interdépendant des équipes. Donc, on s'est dit, voilà, on a collaboré autour d'une recherche, en plus, il va falloir continuer à travailler ensemble, c'est pas gagné. Hein. Parce qu'en fait, manifestement, ce que nous disent ces gens, c'est qu'ils ont beaucoup besoin aussi de l'équipe médicale et qu'on ne saurait probablement pas séparer la proposition d'aide psychologique de la proposition faite par les médecins de soins et qu'il va falloir probablement réfléchir à comment maintenir tout ça dans une proposition globale parce que c'est sûr qu'ils n'iront pas à l'extérieur. Beaucoup de parents ont dit qu'on leur avait conseillé de consulter à l'extérieur, notamment pour les frères et sœurs, et qu'ils ne l'avaient pas fait. Et donc ça pose évidemment la question de notre organisation des soins. Ça pose la question du reste de la famille, est-ce qu'il ne faudrait pas se poser la question des besoins réels des frères et sœurs et peut-être trouver là aussi une manière de les explorer. Et puis peut-être de réfléchir à des offres de soins médico-psychologiques, c'est-à-dire d'étendre cette petite partenariat de recherche à un partenariat plus clinique. Et donc cette partie-là a donné lieu à une publication à part, donc plus récente, sur les besoins que vous pouvez regarder si elle vous intéresse. Et donc, on est revenu, nous, sur le plan clinique et on a essayé de réfléchir un petit peu à ce que ces résultats pouvaient nous entraîner dans notre vie quotidienne. Hein, donc, en fait, l'objectif, c'est quand même d'informer les équipes de ces besoins d'information, des parents, des proches, d'informer les équipes des ressources. Les infirmières, par exemple, ne connaissent pas toute l'existence des groupes d'endeuillés, des associations, de ces choses-là. Que former les équipes par l'expérience, c'est-à-dire que s'occuper de jeunes en train de mourir et donc de parents endeuillés, c'est quelque chose qui ne vient pas par la grâce de Dieu. C'est quelque chose pour lequel il faut pouvoir le faire et qu'il faut pouvoir former les équipes par l'expérience, beaucoup par la transmission des savoirs. C'est-à-dire que le savoir, en particulier savoir soignant médical, c'est pas que du savoir-faire, c'est aussi du savoir-être, et que ça c'est très compliqué dans des équipes soignantes qui sont très jeunes et qui tournent énormément. C'est-à-dire que nous on est dans une équipe d'unité AJA où actuellement j'ai une seule infirmière de plus de 40 ans qui est là depuis plus de 3 ans. Donc vous voyez que ces transmissions qui sont indispensables puisqu'on voit que le soutien des parents et des proches, ce n'est pas que les psys, c'est les soignants beaucoup. Avoir le temps, avoir les moyens, avoir la capacité d'être cette oreille attentive que les parents demandent, d'après cette recherche, ça demande beaucoup de la réorganisation et un travail d'équipe qui est, à mon avis, fondamental. Et ça, c'est l'implication clinique la plus importante. Et qu'il faut qu'on puisse être ouvert à ces parents et à ces familles qui veulent revenir. Alors, je sais que les équipes de pédiatrie sont très habituées à ça, en oncologie médicale et en oncologie adulte, où beaucoup de ces jeunes gens sont traités, hein. La majorité des gens de plus de 18 à 20 ans sont traités dans des équipes d'oncologie adulte. Il faut savoir que c'est quelque chose qu'on n'a absolument pas l'habitude de faire. Moi, c'est quelque chose que j'ai découvert dans mon parcours en m'occupant d'AJA. Pouvoir recevoir des endeuillés, recevoir une famille, s'occuper de ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas faire, qu'on ne sait pas bien faire, parce qu'on n'en a ni la culture, ni l'expérience, ni la notion du besoin, et surtout par la quantité de décès qu'on peut avoir en oncologie médicale. C'est-à-dire que quand on a 3 décès dans un week-end, on ne peut pas accueillir les 3 familles après, dans le mois qui suit. C'est juste impossible. Et donc il faut pouvoir réfléchir à ça, et probablement on revient sur la nécessité d'avoir des équipes formées pour les âgés atteints de cancer. Voilà, je reviens à ma thématique. Voilà. Et que donc en fait la rencontre antinomique de ces deux spécialités qui sont l'oncologie de l'adolescence et la médecine palliative, elle est quand même importante et qu'on sait que c'est particulièrement compliqué d'être dans l'adolescence qui est la saison des attentes et puis attendre la mort. Voilà, et ça c'est vraiment notre quotidien et que cette recherche nous permet aussi de mieux évaluer quand même ce qui se passe plus finement. Et que donc, comme on est médecin, qu'on ne se refait pas, on a créé une société savante, un groupe en oncohématologie adolescents, jeunes adultes, que je vous invite tous à rejoindre, et dans lequel il y a un groupe de travail soins palliatifs qui est un peu en jachère, mais qui va reprendre toute son activité. L'objectif de ce groupe de travail étant de pouvoir regrouper des professionnels qui s'occupent d'adolescents issus de tous les mondes, pédiatriques, adultes, médecins, pas médecins, psy, pas psy, enfin voilà. Bon, ça c'était le premier thème. Alors, la deuxième question qu'on s'est posée, qui est toujours une question de clinicien de base, hein, voilà, il faut quand même se souvenir que je suis une clinicienne de base, c'est les consommations. Bon, les consommations, ados, consommation, c'est un thème, voilà, même quand on est cancérologue, on en a entendu parler. N'empêche que quand on est en consultation, qu'on voit pour la première fois un jeune de 17 ans qui fume, on va dire qui nous avoue à la première... D'abord, il faut pouvoir se dire qu'on va poser la question.
des consommations. Deuxièmement, quand il nous dit bah oui, bah, je fume 5 à 10 joints par jour, on se dit bon, bah, alors là, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce qui est. Où j'en fume 3, enfin, voilà, où je passe mes journées chez moi à faire du jeu vidéo, où elle est complètement. Ok, qu'est-ce que je fais quoi? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est complètement là, il faut tout de suite déclencher le plan hors sec? Est-ce que je ferme les yeux parce que c'est pas mon boulot c'est de faire de la chimiothérapie et de pouvoir bien gérer les choses avec le chirurgien? Non mais voilà, ça c'est la question de la première consultation. Voilà, donc comme je dis, c'est plan hors sec, banalisation ou fermer les yeux. Voilà, c'est normal, c'est complètement la catastrophe ou bien, bon bah écoute, je m'en fiche quoi, c'est pas mon boulot. La deuxième, c'est pendant les traitements. Alors pendant les traitements, quand on voit émerger des consommations, quelquefois qui n'ont pas été avouées au début, on se dit bah, est-ce que c'est parce qu'il est très anxieux qu'il fume ses 5 joints par jour? Ou est-ce que c'était déjà avant? Qu'est-ce qui a été déclenché par quoi? Il y a aussi toute la question du mésusage des produits qu'on donne, c'est-à-dire que les patients qui ont mal, moi je m'occupe particulièrement de sarcome osseux ou de sarcome des tissus mous, c'est des patients qui sont particulièrement douloureux, on passe notre temps à leur prescrire des antalgiques et on voit bien quelquefois qu'ils nous décrivent la prise de morphinique absolument pas pour la douleur. Et qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que c'est une addiction? Est-ce que c'est pas une addiction? C'est pareil, est-ce que je m'en occupe? Je m'en occupe pas, moi mon boulot c'est la chimiothérapie, hein, je vous rappelle. Voilà, le Calinox, il y a enfin ça c'est bien décrit maintenant dans la littérature de cette addiction au Calinox, de tout soin devient douloureux. Or, c'est pas toujours le cas. Voilà, l'interaction avec les traitements oncologiques. Je vous rappelle que je suis chimiothérapeute. Quand ils boivent beaucoup d'alcool et qu'ils ont une cure de méthotrexate après, ça nous amène des toxicités qui sont un tout petit peu difficiles et qui peuvent gêner la poursuite du traitement, le pronostic. Donc c'est des choses qui ne sont pas simplement de la prise de tête. Donc c'est toujours pareil, plan hors sec, banalisation, fermez les yeux. Et puis après, dans la phase palliative, quand ils sont en train de mourir, je vous prends l'exemple, moi en fait le cas clinique qui m'a fait me poser des questions, c'est que nous avons eu pendant 1 mois et demi dans le service un jeune homme qui était paraplégique oxygénodépendant, dont le seul plaisir dans la vie était de fumer son cannabis. Donc qu'est-ce que je fais dans le service? Ils ne pouvaient pas se déplacer, ils ne pouvaient pas aller dans la cour, parce que quand ils vont fumer leurs petits joints dans la cour, on sait très bien quand ils descendent que ça se passe comme ça, les adultes aussi avant leur chimiothérapie, bon voilà. Et donc là, qu'est-ce que je fais moi? On s'est retrouvés quand même, je vous le dis, c'est pas censé sortir là, avec quand même toute la réserve de ce garçon dans notre réserve amorphinique. Quelle attitude avoir en tant que soignant vis-à-vis de ça? Qu'est-ce qu'on fait? Il va mourir dans quelques semaines, il ne peut pas rentrer à la maison, c'est la seule chose qu'il nous demande. Et qu'autoriser, ou est-ce qu'on aurait dû s'en occuper avant? Comment est-ce qu'on aurait pu évaluer les choses? Quelle attitude avoir? C'est quand même pas très simple. Il y a aussi tous les troubles des comportements alimentaires. Des troubles des comportements alimentaires qui sont déclenchés par les traitements et qui agissent avant, qui existent avant. Est-ce que c'est lié au traitement? C'est pareil? On se pose toujours la question. Ça peut aussi entraîner des gestes invasifs. Une jeune fille qui a des troubles des comportements alimentaires pour lequel il y a des intrications avec sa chimiothérapie, à qui on est amené à poser une gastrostomie pour ça, c'est quand même quelque chose de lourd. Voilà. Les activités en hospitalisation aussi, tout ce qui est addiction aux jeux vidéo, à l'Internet. Nous, on est très, il faut qu'ils aient Internet et des jeux vidéo, mais après tout, est-ce qu'on n'induit pas quelque chose? Toutes ces questions, ça entraîne des attitudes très variables entre équipes et dans les équipes. C'est-à-dire qu'entre les soignants, ces questions-là, entre celui qui consomme, ne consomme pas, est un parent, n'est pas un parent, les attitudes ne sont absolument pas univoques et ça pose beaucoup de questions et ça amène beaucoup de réflexions, voire de clivages dans les équipes. On a aussi toute la question de l'après, les consommations persistantes, quand on les revoit dans l'après, qui sont quelque chose qui a été induit par le traitement, qui existait avant. Il y a aussi toute la question dans le suivi à long terme de nous, on a quand même comme objectif de les avoir guéris et d'éviter qu'ils fassent un second cancer. Ils ont un risque de second cancer. Je reviens à la consommation de cannabis. Quand on consomme du cannabis ou qu'on fume ou qu'on boit de l'alcool, qui sont des comportements, on va dire, à risque, on sait que ces adolescents sont plus à risque. Donc comment pouvoir nous se positionner vis-à-vis de ça? Qui ne sommes que cancérologues, je vous le répète. Voilà, donc là c'est pareil, je me suis retrouvée en disant mais qu'est-ce que je fais avec ça? Donc on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'études en oncologie sur les consommations, qu'il y a très peu d'études sur les addictions des adolescents en milieu somatique, hein, voilà. Et donc on s'est à ce moment-là dit, y a-t-il un intérêt à évaluer les addictions comportementales pour à la fois la gestion des activités en hospitalisation, des choses très basiques, hein, des choses qui étaient circonscrites ou pas dans le temps, enfin beaucoup de questions. Et donc,
Est-ce que la maladie, ça accentuait ou ça initiait des addictions, des comportements? Est-ce qu'il y avait des liens entre l'adaptation, les conduites addictives? Quelles interactions avec les traitements? Est-ce qu'il y a des pathologies? On revient au problème des douleurs chroniques des consommateurs. Voilà, sont-elles plus propices au développement de comportements addictifs? Donc, comme d'habitude, je me suis retournée vers Cécile. Puisque j'avais toutes ces questions. Donc là, j'étais très joyeuse parce qu'en plus, les addictions, c'est pas mon domaine. Donc je me suis dit, ce médecin sociopathe qui garde des réserves de cannabis dans un réfrigérateur vient me demander de faire une étude sur les addictions qui ne sont pas mon domaine. Bon. Ceci dit, comme ça s'était pas trop mal passé notre première collaboration, je me suis dit, bon, on va quand même essayer de faire quelque chose. Et il se trouve qu'à l'université, une équipe voisine de la mienne a 2-3 spécialistes des adolescents et des consommations. Donc je me suis dit, je vais bien trouver un gentil collègue qui va pouvoir un peu m'aider. Et pourquoi on vous parle de cette étude? C'est une étude en cours. Donc là, on n'a pas de résultat à vous présenter, mais on s'est dit que ça pouvait être intéressant de vous montrer une méthodologie un peu différente, qui est une méthodologie beaucoup plus mixte. Alors du coup, j'ai refait la même chose, j'ai regardé un peu ce qu'on sait, parce que je me suis dit déjà, il faudrait peut-être avoir une idée de la consommation générale. Il n'y a rien sur les consommations en santé ou très très peu de choses. Mais vous voyez, on sait quand même que l'alcool, c'est une consommation la plus fréquente chez les 11, 13 et 15 ans. Donc on est pile dans notre population. Qu'on a quand même 1% des 15-19 qui consomment de l'alcool quotidiennement. Que ce qui est de plus recherché, c'est toutes les binge drinking, tout l'accroissement de l'ivresse, donc des alcoolisations brutales, très fortes. Donc là, je pensais très fort à son histoire de méthotrexate. Là, je me disais, bon, effectivement, ça correspond bien à notre tranche d'âge, donc il y a peut-être un intérêt de regarder les nôtres, sont-ils différents quand ils sont malades déjà de ceux qui ne sont pas malades? La consommation de tabac, on sait aussi que c'est quand même une consommation quotidienne pour un élève sur 5 à 15 ans, donc c'est quand même beaucoup, en fait, les chiffres sont un peu... voilà. Le cannabis... c'est en France que la consommation de cannabis est la plus importante en Europe, voilà, alléluia. Et c'est majoritairement des garçons qui en consomment. Et on en est à un élève sur 4 en 3e en 2010. Et a priori, les chiffres qui vont sortir prochainement sont plutôt en augmentation. Donc on est quand même dans une problématique de santé publique. Donc je me suis dit, ok, c'est pas mon domaine, mais c'est peut-être bien qu'on y réfléchisse vu ce qu'elle me décrit en plus des interactions. Et puis comme quand même il y avait un truc qui m'avait beaucoup plus intéressé, qui concerne plus moi mes problématiques de travail habituelles, c'était la question des jeux vidéo et d'internet. Donc je lui ai dit oui tout à fait. Il me semble que de regarder les consommations et les addictions plus comportementales est probablement une part très intéressante de la question, parce que elles peuvent moduler peut-être les autres consommations, et puis c'est typiquement un champ où il y a tout un débat sur les éventuelles fonctions adaptatives de ces consommations, c'est-à-dire sont-ce vraiment des consommations, ou peut-on considérer que parfois elles répondraient à une gestion de l'angoisse qui serait moins embêtante que si je gère un coup de cannabis ou d'autres produits illicites, à partir du moment où elle ne se maintient pas dans le temps, où c'est une addiction ponctuelle, ou juste une surconsommation. Et je me suis dit, tant qu'à faire, puisqu'il y a tout ce débat dans le champ des addictions, on peut peut-être regarder ce qui se passe. Et donc du coup, j'ai juste regardé quels étaient les facteurs qui prédisent la consommation de jeux vidéo et d'Internet. Et là, j'ai trouvé l'anxiété, l'isolement social, la solitude. Je me suis dit, mais rappelle-moi, où sont nos adolescents? Ils sont donc à l'hôpital, un peu isolés, assez anxieux. Donc je me suis dit, bon, elle a quand même une bonne idée, ma sociopathe, à cannabis, là. La faible estime de soi, les symptômes dépressifs, je me suis dit, bon, ça, on en voit quand même beaucoup, nous, dans notre clinique, quand on voit les adolescents. Et puis, toute la réponse à un moment T ou M, où, effectivement, on voit que l'adolescent se met à consommer de l'Internet ou de jeux vidéo dans un contexte bien précis. Et c'est là que se pose la question de, est-ce que ce serait une manière de s'ajuster, en fait, pour un moment, qui serait un peu étrange, un peu inquiétante, mais si elle cesse, on pourrait se dire, pourquoi pas, on a plein d'autres manières de s'ajuster, par exemple sur manger du chocolat. Donc finalement, est-ce qu'on pourrait considérer qu'il y aurait une ressemblance entre la surconsommation de chocolat et les jeux vidéo? Donc là, je me suis dit, bon, comment est-ce qu'on va s'y prendre? On s'est dit, on va changer un peu. Si on veut bien comprendre le phénomène, la méthode qualitative, c'est super chouette, mais ça va probablement pas être la seule adaptée. Alors, on va faire différemment. C'est vrai que souvent, on fait des méthodologies mixtes. Je pense que tous les chercheurs qui sont là ne me contrediront pas. Parce qu'on se dit, je vais mettre un peu de quantitatif. Les gens vont moins me dire que je fais du mou. Donc, je vais mettre un peu de quantitatif. Et pourquoi je vous parle de cette étude? Parce que là, vraiment, on s'est dit, si on n'a pas déjà une photographie de comment ils consomment, ce qu'on va faire en qualitatif, ça va être à n'y rien comprendre. Parce qu'en fait, si on ne sait pas où est-ce qu'ils se situent par rapport aux autres adolescents, ça ne va avoir aucun intérêt. Donc aussi, première chose, on va faire un protocole, on va quantitativement essayer de décrire. Alors,
avant qu'on me le dise, hein, bien évidemment, tout est autodéclaratif, mais je rappelle que tous les chiffres produits par toutes les instances sont autodéclaratifs. Donc bien évidemment, certains surdéclarent, certains sous-déclarent, mais c'est comme ça pour les moyennes nationales aussi, et donc on va faire avec. Et puis c'est pareil hein, quand on évalue la dépression, hein, c'est la même chose. Donc, mais bon, comme à chaque fois, c'est une remarque qui revient et qui est revenue quand on a essayé de faire financer le projet. On nous a dit, mais vous ne pouvez pas être sûr qu'ils aient vraiment consommé. Ben non, on ne va pas non plus leur faire des prises de sang hein, tous les 15 jours pour vérifier ce qu'ils consomment. Enfin, il y a un moment, on peut être invasif, mais il ne faut pas trop exagérer. Donc on s'est dit, on va faire une méthodologie mixte, donc cet aspect quantitatif, où on va évaluer un certain nombre d'addiction, et puis quand même l'anxiété, la dépression, et puis leur manière de faire face avec le Briefco pour avoir un peu un score d'adaptation scoré de manière à pouvoir faire un peu des choses comme on fait dans la littérature quantitative, voir s'il y a des prédicteurs, des facteurs de vulnérabilité, tester un peu un modèle sur les addictions qui existent. On s'est dit, bon, au moins ça se sera fait. Et puis à côté de ça, on s'est dit, on va faire un entretien pour essayer de comprendre. Mais alors, vous allez me dire, pour comprendre quoi? Et donc là, on y a beaucoup réfléchi parce que là, on arrive dans la phase de recrutement. C'est une étude longitudinale, j'ai oublié de dire ça. Là, on a fait différemment que pour les autres décès. On s'est dit, là, il faut faire du prospectif. Donc on va les voir quand ils arrivent, on va les tester. Puis on va les retester vers la fin des traitements, un peu à distance, voir si ça se maintient, s'il y a eu des changements, si les consommations sont les mêmes. Et puis on va les retester encore plus à distance. Et on va faire ça avec les adolescents premier diagnostic, et puis on va faire ça avec les adolescents qui récidivent, comme ça. Et puis on va tous les voir systématiquement. Et donc pour le moment, on est dans cette première phase. On commence à faire les T2 avec un certain nombre d'adolescents. On a un très bon taux de réponse. Ils acceptent assez facilement de participer à l'étude pour la partie quantitative. On avait un peu peur, il y a quand même beaucoup de questionnaires, mais ils sont très participatifs. Ils sont même plutôt contents, en fait. Là, en 1 an et demi, on en a inclus 47 à Curie. On a eu très peu de refus. Et puis, on en a inclus aussi dans d'autres centres. Donc, participe Gustave Roussy et le CHU de Nantes, qui recrutent aussi pour la partie quantitative. Pour la partie qualitative, alors... Voilà, on s'est dit, bon finalement, enfin je me suis dit, et là aussi je vais l'imposer à Valérie, donc tant pis pour elle, finalement quelle méthode qualitative je pourrais utiliser si je veux comprendre quelque chose à tout cela? Et donc j'aurais pu refaire une théorisation ancrée, puis je me suis dit, bah non, peut-être que je vais un peu changer de voie d'analyse qualitative en me posant peut-être plutôt une question qui n'est pas du tout étudiée dans la littérature sur les AJA, sur des gros pools de jeunes, à savoir finalement qu'est-ce qui se passe dans la maladie par rapport aux consommations. Parce que bien évidemment, j'aurais pu faire un entretien qui vise les consommations. J'aurais pu me dire, je vais prendre les consommateurs, et je vais leur demander ce qui se passe pour eux quand ils consomment. C'est très intéressant. Mais après y avoir bien réfléchi, on s'est dit, mais non, en fait, ce qui est intéressant, déjà, on se rend bien compte qu'ils consomment peu. Ça confirme la littérature. En tout cas, ils déclarent peu de consommation par rapport à ce qu'on a dans les moyennes nationales. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est peut-être plus de se dire où est-ce qu'ils vont situer cette potentielle consommation dans leur parcours d'adolescents, dans leur parcours médical qui vient dans ce parcours d'adolescent, puis peut-être la consommation ou certains comportements qui arrivent parmi tout ça. Et donc du coup, on a opté pour une autre méthode d'analyse, qui est l'analyse donc phénoménologique interprétative, qui présente un certain nombre de différences avec la théorisation ancrée. La première, c'est qu'elle ne repose pas sur le même type de codage. C'est une analyse issue de la philosophie, hein, comme son nom l'indique, mais c'est une analyse qui, spontanément, utilise l'interprétation du chercheur. Donc c'est l'idée qu'on est basé sur une double herméneutique, c'est-à-dire que le patient vous raconte de manière totalement non directive son expérience du phénomène, c'est-à-dire que les bonnes premières questions, c'est « parle-moi de toi ». Aujourd'hui, dans ce qui t'arrive, et donc il vous raconte. Et a priori, il n'y a pas de relance guidée, c'est-à-dire qu'on se base que sur des relances type reflet, donc c'est plutôt des styles d'entretien type un peu rogerien, et on essaie de faire produire plus de discours, et on n'amène rien. Et on regarde avec l'idée sous-jacente que la perception verbale que je produis du phénomène, elle se limite à ce que j'amène, et puis à ce que je ne dis pas. C'est-à-dire que par rapport à d'autres techniques d'analyse qualitative, l'intérêt, alors on peut le faire aussi en théorisation ancrée, mais là c'est vraiment très fort, c'est qu'on peut aussi utiliser tout ce qui n'est pas dit. C'est-à-dire que comme on peut utiliser la subjectivité du chercheur beaucoup plus, et que c'est même la base de la méthode, on peut se dire, je m'attendais à ça, ça n'arrive pas, qu'est-ce que j'en fais dans cette espèce de mise en sens du phénomène par le sujet et par moi-même. Donc c'est une analyse qui a été créée pour l'étude de cas à la base. Et puis l'idée c'est de faire plusieurs études de cas avec une idée que la représentativité va venir par la diversité. C'est pour ça que bien évidemment on va aussi prendre les adolescents qui ne consomment pas, parce que peut-être ils seront très différents, peut-être ils seront exactement pareils, peut-être que finalement consommation ou pas consommation ils nous diront la même chose et qu'on n'aura peut-être pas une grande finesse sur la consommation, mais au moins on aura une photographie de comment est-ce qu'ils se situent dans ce processus à ce moment-là de leur vie avec la maladie, leur manière d'y répondre et puis peut-être leur parcours d'adolescent. Peut-être que certains ne nous parleront pas de tout ça. Eh bien tant pis. Pour ces adolescents-là, il y aura autre chose dans l'analyse qu'on va produire.
Donc là-dessus, pour le moment, je laisse beaucoup de suspense. Je n'ai pas encore les résultats parce qu'on est en train de débuter les entretiens. Voilà, on pense que ça va être assez intéressant parce qu'on va pouvoir ensuite utiliser dans la manière dont on va mettre en lumière les différents résultats des éclairages issus et de la dimension qualitative. Comme c'est une méthodologie qui marche aussi pour le cas unique, on peut tout à fait se permettre de croiser 1 ou 2 entretiens qui seraient peut-être des processus de mise en sens un peu emblématiques chez certains jeunes avec des données quantitatives. Donc ça peut permettre de faire des choses qui, en termes de retombées de recherche et de retombées cliniques, peuvent être quand même, à mon sens, assez intéressantes. Donc c'est une étude qui a commencé il y a un peu plus d'1 an. C'est une doctorante qui mène toute la partie de l'étude. Et puis là, on va bientôt rentrer dans l'analyse des résultats. Donc on en saura plus bientôt. Alors les implications que Valérie attend, elle va vous dire. Donc d'essayer de voir est-ce qu'il faut faire une évaluation systématique des consommations. Il y a des équipes qui le font, hein. Je sais que l'équipe de Lyon le fait par exemple de façon systématique. Comment est-ce qu'on peut nous repérer des pathologies ou des situations plus à risque? Voilà, est-ce qu'on peut repérer et qu'on pourra repérer des facteurs de vulnérabilité psychologique mais aussi des facteurs de protection? Quelles activités vont découler en hospitalisation puisqu'il y a aussi tout ce qui est comportemental? Quel suivi pendant? C'est-à-dire, de façon très pragmatique, quand faut-il déclencher un suivi particulier après? Donc en fait, en clair, toujours ma question, quand déclencher le plan Orsec devant toutes ces addictions? Voilà. Et puis, merci de votre attention. Merci de votre présentation à toutes les deux, à double voix. Je ne vais pas prendre le risque de commencer à poser des questions, parce que vous savez, comme je suis bavard, donc je vais laisser Jean-Michel... non, elle souhaite que tu commences. Jean-Michel Zucker, commencer la discussion, et puis je reviendrai sur mes questions à moi après. Oui, merci pour cette présentation qui nous apporte beaucoup d'informations et de questions, avec des études... terminé et en cours. Alors, j'ai l'impression que vous avez d'abord planté le décor en pointant la singularité de l'adolescent et donc qui entraîne une singularité de la prise en charge avec les dispositifs qui ont été mis en place un petit peu partout et une comparaison internationale. En ce qui concerne la France, c'est donc autour de 15-25 ans que la population est recrutée. Vous avez évidemment, je dois rappeler que cette individualisation de l'adolescence, bon, n'est pas toute récente, mais quand même elle fait suite aux travaux en médecine de Victor Courtecuisse, qui a vraiment implanté cette discipline de la médecine de l'adolescent avec les différentes implications au niveau des surspécialités et de l'oncologie en particulier. Alors, le décor aussi avec les parents qui sont, c'est pas nouveau, mais peut-être d'une façon assez particulière, une interface vis-à-vis des soignants, et ça c'est quelque chose qu'on peut vivre quotidiennement. Et enfin, l'ambivalence des adolescents qui sont tout en même temps capables d'une lucidité extrême en ce qui concerne leurs pronostics et vis-à-vis desquels on a un langage de vérité qui ne peut pas être contourné quand on est soignant, mais qui en même temps font très paradoxalement des projets d'avenir absolument précis et qui paraissent en contradiction, mais qui ne sont pas vraiment. Ils ont vraiment ce vécu d'ambivalence. Alors j'ai l'impression qu'ensuite vous avez été intéressé par 2 points. Le premier, c'est la pratique des soins palliatifs et surtout les modalités de la fin de vie des adolescents et la façon dont ces modalités retentissent sur le long terme dans la vie de la famille. Parce que vous êtes parti d'un constat qu'il y a une contradiction entre le souhait de finir sa vie à la maison, qui est majoritaire, et en réalité, le réaliser, qui est que ça se passe plutôt à l'hôpital, du moins en France, parce que dans les pays anglo-saxons, au contraire, il y a une compatibilité entre le souhait et le réalisé. Mais chez nous, c'est pourquoi? Alors pourquoi cette contradiction? Vous avez essayé de voir s'il y avait si justement ce lieu
des décès avait une influence sur la vie future de la famille, et j'ai eu l'impression que vous aviez été frappé par le fait qu'en tout cas chez les pères, il y avait une influence sur ce vécu ultérieur, et que dans cette mesure, vous avez fait votre étude sur ces 24 familles avec les 3 questions que vous avez déclinées à leur endroit. Alors, en fait, les résultats sont assez surprenants, parce qu'on croit quelquefois bien faire et puis on fait rien du tout, puisque dans la très grande majorité des cas, ce qu'il fallait faire n'a pas été fait. Et qu'il y a un déficit d'accompagnement à travers le langage des parents, bien entendu. Ça ne veut pas dire que les soignants n'ont pas été à la hauteur, mais en tout cas, le ressenti des parents est qu'on ne les a pas accompagnés, on n'a pas accompagné les fratries, et il y a un grand besoin à cet égard. Alors je signale qu'effectivement ces structures-là ne sont pas véritablement présentes sur le territoire, mais qu'il se trouve que je représente ici l'Espace Bastille, qui est une structure extra-hospitalière de suivi père et post-thérapeutique, et également dans une certaine mesure de deuil, qui est offert aux familles, aux parents, aux fratries, et dans lesquels nous voyons beaucoup d'enfants, beaucoup de fratries et de parents qui requièrent ces soins, et qui ne sont pas toujours adressés par les médecins des services. C'est-à-dire que c'est par le bouche à oreille que nous les récupérons, et tout se passe comme si dans les services, il n'y avait pas toujours une sensibilité à ces besoins qui, d'après votre étude, sont quand même étonnamment importants. Enfin, 97%, 100%, on frémit. Alors, il y a un véritable déficit d'accompagnement. Alors, le deuxième point auquel vous vous êtes intéressé, ce sont les addictions, et j'avoue que moi j'ai beaucoup appris, parce que je ne connaissais pas du tout ce sujet, comme Cécile qui ne le connaissait pas au départ. Et en fait, il y a là une interaction extrêmement intéressante, et qui pose des questions théoriques, pratiques, et des questions éthiques, pour savoir comment on peut agir pour le bien, pour la bienfaisance, enfin des questions éthiques qu'on peut décliner complètement. Donc ça me paraît peut-être une voie d'avenir, et vous soulignez le peu d'études en fait qui existent à cet égard. Donc je vous souhaite bon vent. Merci. Non, Monsieur Zucker a bien résumé ce que nous avons dit. Je vous remercie pour votre présentation, que j'ai trouvée absolument passionnante, et je dirais très courageuse en fait, parce que c'est des recherches et un contexte qu'il est bien difficile de mener, et d'affronter les résistances de l'équipe soignante, et puis qu'on suppose du côté des parents, et qui ne sont pas forcément là où elles sont supposées. Alors j'ai entendu aussi je suis psychologue clinicienne aussi en pédopsychiatrie, et donc je me disais, par rapport à vos résultats de la première recherche concernant le lieu de décès, et la demande qui est formulée, alors une demande ambivalente et paradoxale, d'un soutien aux frères et sœurs, et je me disais qu'une consultation spécialisée en pédopsychiatrie pourrait être proposée, et donc avec qu'elle soit vraiment spécialisée et entendue dans cet aspect spécifique. Et je me disais, pédopsychiatrie, ce serait intéressant, parce que c'est à l'hôpital, tout comme ça a été les soins pour leurs frères, pour leurs sœurs décédés a eu lieu à l'hôpital. Mais en même temps, qu'est-ce que ça implique du changement de place, parce que la place du frère et sœur qui est décédé, et qui a été accordé toute l'attention qui s'est accordée au moment du soin, et ensuite jusqu'au moment où il décède. Et comment, qu'est-ce que ça implique du changement de place dans la famille, d'accorder de l'attention à un frère ou une sœur qui a pu être à un moment, de fait, par les parents qui n'avaient pas cette disponibilité forcément psychique, quand bien même ils essayaient de le faire, et de ne pas négliger, bien entendu, le frère ou la sœur, mais c'est pas forcément facile, et ça implique des changements de place. Et je me dis que peut-être que cette demande ambivalente, à la fois ils disent que ce serait nécessaire sans pour autant emmener leurs
leurs enfants en consultation. Est-ce que ça vient pas de là, de ce que ça impliquerait de faire émerger tout ce qui a été mis de côté pour le frère et la sœur au moment où s'est joué où a eu lieu le traitement et le décès, voilà. Bon, c'est une question tout à fait ouverte et je me suis demandé, vous faites ce constat d'une demande explicite, en tout cas dit comme ça, d'un décès qui pourrait plutôt se passer à la maison et qu'en fait il y a un retour catastrophique à l'hôpital au moment où ça arrive parce que face aux difficultés d'urgence et comment on gère la douleur, comment on gère ce moment qui arrive, je me disais qu'il y avait un écart entre une demande explicite et une demande implicite et j'ai trouvé particulièrement intéressant ce que vous avez relevé quand vous dites que les parents disent qu'ils n'en ont jamais discuté avec leur enfant. Qu'est-ce que ce jamais, qu'est-ce qui ne peut pas se dire et s'entendre autour de la mort, ça n'a pas été possible de se dire, est-ce que ce jamais est un jamais, voilà, est-ce que ça n'a jamais eu lieu, ou est-ce que ça a eu lieu mais ça n'a pas pu faire trace. Enfin voilà, je me posais ces questions-là. Et voilà, c'est plutôt de l'ordre des remarques. Enfin, je suis assez admirative de ce travail que j'imagine colossal en fait. En tant que clinicien, ces questions sur les lieux de décès, elles émergent très peu en consultation avec ces adolescents. Ou alors peut-être que moi j'ai pas les oreilles pour ça, mais on est quand même toute une équipe. Et on se rend compte que finalement ils en discutent pas beaucoup. Probablement que ce qui a changé par rapport au moment où on a fait l'étude et maintenant, c'est qu'on est quand même une unité plus structurée. On a une offre de soins, quand même de soins psy plus structurée, même si beaucoup de réticences. L'accès aux frères et sœurs, non, il ne peut pas venir, il est à l'école, il vient que le samedi, les psys ne travaillent pas encore le samedi toute la journée. Voilà, donc bon, il y a déjà cette accessibilité aux frères et sœurs. Et puis, il y a le fait que probablement... et ça, c'est aussi une culture qu'on doit acquérir et c'est tout ce qui est en jeu dans justement créer ces modèles de soins qui sont des modèles d'unité et de prise en charge, qui ne sont pas des modèles pédiatriques, qui ne sont pas des modèles adultes, de la triangulation aussi avec les équipes mobiles de soins palliatifs et avec tout ça. Peut-être que c'est suivi, que ces demandes émergentes pour les frères et sœurs, peut-être que c'est suivi pour les parents endeuillés, et peut-être que ces questions de lieu de décès seraient peut-être mieux adressées dans des endroits spécialisés, type les unités de soins palliatifs. Peut-être avec des oreilles qui sont différentes et qui sont différentes des équipes qui ont été là pendant tout le temps curatif de la maladie. Et donc comment pouvoir travailler avec ces équipes? Nous, on est en ce moment beaucoup dans ces questionnements. C'est un questionnement qui est même très récent de ce matin, je peux vous dire. Où on a des jeunes gens de 18 à 19 ans qui sont hospitalisés pendant très longtemps dans notre unité, où se pose la question, ils ont plus de 18 ans, ils ont 17 ans, ils auraient 40 ans, on ne se poserait même pas la question, on les adresserait en unité de soins palliatifs et on trouverait le moyen d'y arriver. On n'y arrive pas, on met beaucoup de temps pour y arriver, on met beaucoup de temps pour faire émerger ça, on met beaucoup de temps pour se dire est-ce que c'est possible, est-ce qu'on ne va pas l'abandonner, voilà. On a un partenariat privilégié avec une unité de soins palliatifs au Diaconesse, avec un médecin qui a travaillé chez nous, qui a beaucoup travaillé en pédiatrie, Laure Coppel. Ça fait 3 fois pour 3 patients en 6 mois qu'elle vient voir des patients à domicile, à Curie, qui sont hospitalisés. Alors c'est un facteur d'assez mauvais pronostic, il faut dire, parce qu'ils n'ont jamais été transférés en fait au Diaconesse. Elle a proposé aux parents, les parents ont accepté ou les jeunes n'ont pas voulu, c'est souvent en fait ça. Et on se dit qu'il faut vraiment qu'on travaille là-dessus, à la fois sur le plan théorique et sur le plan pratique, parce que peut-être que toutes les questions qu'on se pose seraient quand même peut-être mieux résolues et mieux accompagnées dans un endroit qui serait différent de l'endroit où tout le temps curatif s'est déroulé. Ça, c'est vraiment une question très ouverte, auquel j'ai absolument pas la réponse. Mais voilà. Et puis avec notre équipe mobile, évidemment, sur place, mais même ça, on essaye. On y arrive, on a des temps d'échange, l'équipe mobile de soins palliatifs voit ces patients-là en fin de vie, mais il y a quand même de la difficulté à pouvoir... ces besoins, en fait, maintenant, il y a cette étude, mais instinctivement, on les connaît. Mais combien de fois ces propositions sont moi, je pense par exemple à une famille en ce moment. Je sens que les frères et sœurs auraient besoin d'être accompagnés. Je l'ai proposé à peu près 4 fois à ses parents, qui n'amènent jamais les frères et sœurs, qui ne veulent pas, qui ceci. Les frères et sœurs ne montent pas dans le service. Il y a un moment où le psy qui suit la maman a proposé, le psy qui suit le jeune homme a proposé, et à un moment, on essaye, on sait que ce besoin existe.
Et il y a cette barrière. Alors peut-être comment la franchir, on n'a pas encore trouvé. Mais on est prêt à prendre des pour pistes. rebondir là-dessus, Oui, allez-y. Alors, moi, je suis assez d'accord avec votre remarque sur l'histoire de la consultation des frères et sœurs. Je vous avoue que quand j'ai vu émerger le thème dans les entretiens, je me suis dit, il y a le changement des places, et puis aussi de quoi ils s'occupent à présent que l'autre enfant est décédé, dont ils ne se sont pas occupés avant. Et qu'est-ce que cette demande récurrente? C'est aussi pour ça qu'on essaie de lancer une étude sur des fratries, en essayant de se dire, est-ce que si on les voyait en amont, on comprendrait peut-être un peu mieux ce qui se joue, ou qu'est-ce que ces frères et sœurs peut-être manifestent à ces parents qui créent cette espèce de... Parce que c'est dans toutes les populations, il n'y a pas qu'en cancérologie, et dans les différentes monographies que j'ai pas remis dans la revue de littérature où il y a des études de cas, il y a plein d'éléments comme ça qui émergent brutalement sur les frères et sœurs. Et donc moi je vous rejoins là-dessus, je pense qu'il y a quelque chose vraiment à comprendre autour de ça, mais alors avant qu'on puisse le capter, on va encore rentrer dans des méthodologies encore plus sophistiquées, mais bon, on va trouver des gens pour faire ça. Ouais, je vais un peu dans le prolongement de ça. J'avais envie de poser 2 questions, parce que quand vous dites les envoyer ailleurs, par exemple, je sais pas, je me poserai la même question sur quelque chose que vous n'avez pas vraiment mis en avant, mais le projet, c'était pas de présenter des résultats, mais d'avoir une discussion de méthodologie qui, entre autres, ce que vous faisiez surgir, c'est quand on applique une certaine méthodologie, apparaissent des résultats qu'on n'attendait pas, et que c'est ça sur quoi vous vouliez mettre l'accent, et ça me paraît très important. Mais en même temps, je vous lirai donc votre article, au sens où qu'est-ce que vous avez appris sur mourir à l'hôpital ou mourir à domicile, et qu'est-ce qui serait le mieux? Ça me manque dans les résultats. Avec une question, ayant travaillé en pédo-oncologie à Curie, je me suis toujours demandé, comme superviseur de l'équipe, qui ça a arrangé que les enfants meurent à la maison, hein? C'est pas que c'est pas mieux ou pas, j'en sais rien, je n'ai absolument pas de réponse, mais parfois on peut avoir l'impression que l'équipe, elle en a marre de voir mourir des gens à l'hôpital, et que d'une certaine façon, quand on rentre dans la phase terminale, s'ils pouvaient rentrer à la maison et qu'on les oublie, je suis un peu sec et brutal, mais tout de même, parce que comme vous le dites, quand on a eu 3 deuils, 3 décès dans la semaine, ça va, quoi. On est après tout, il y a le seuil du supportable. Donc ça, c'était une question que je me posais. Ce que j'avais envie de vous poser comme première question méthodologique, si je comprends bien, vous êtes à la fois psychologue clinicienne et chercheuse. Ça n'a pas eu l'air de vous embarrasser? Est-ce que c'est pas du tout parce que c'était pas les mêmes patients que vous suivez dans le service? C'était pas les mêmes? Non. D'accord, ok. Donc d'un côté, vous êtes clinicienne, et de l'autre, ok. Donc, je me demandais quel conflit il y aurait pu avoir. Aucun. Mais il vous est arrivé de rencontrer des patients que Non, vous absolument pas. Ouais, c'est ça. Dans ce cas-là, bien sûr, il n'y a aucun problème. Non, c'est pour ça que je ne l'ai même pas cité. En fait, Non, mais moi, voilà. Je ne savais pas. Donc. Et je me demandais... C'est pas moi qui les ai rencontrés en plus. Hein. Moi, j'ai juste fait les analyses. Donc, les groupes d'accompagnement des fratries, moi, je me demande si vous avez... Enfin, c'est une question. Est-ce qu'il faut se précipiter sur le fait que c'est vraiment de ça dont il est question? Parce qu'après tout, ce que disent les frères et sœurs, vous n'en savez rien. C'est les parents qui disent quoi? Qu'eux ne savent pas quoi dire. Ils sont en train de parler de leur difficulté à parler à ses enfants. Donc le dispositif, c'est pas obligatoirement de rassembler la fratrie, c'est comment on peut aider les parents là, qui en plus sont peut-être en train de vous dire, on se retrouve face à nos enfants comme nous étions face à vous, parce que ce qu'ils disent, c'est on est un manque d'infos. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que les médecins ne manquent pas de donner de l'info. Ils en donnent, elle est parfois indigeste. Ça, c'est une autre affaire. Mais le manque d'infos, c'est pas ça. Donc c'est intéressant. Qu'est-ce que les parents sont en train de dire? Quel type d'accompagnement? Alors, ce que je me dirais, c'est qu'il faut sans doute déplier, déconstruire encore plus ce qui est apparu là, parce que c'est central, avant de trop vite se précipiter dans une réponse qui serait thérapie, groupe pour les frères et sœurs, parce que c'est les parents qui sont en train de dire, et ça rejoint le dernier point que je voulais dire, c'est que tout de même, ce qu'ils disent, c'est accompagnement info, et l'accompagnement doit être durable. Or, s'il y a vraiment une chose que la mort d'un enfant fait aux parents,
c'est que la durée, la temporalité, elle est brisée. Alors, ce qui est en jeu là, c'est effectivement comment il peut y avoir de la durée après la mort d'un enfant, hein? Comment il peut y avoir de la durée et de la temporalité longue après la mort d'un enfant, et que là, il faut apparaître quelque chose qui est important, parce que moi, je me rappelle, et Jean-Michel, tu te souviendras, ces situations où des parents disaient, mais non seulement on a perdu notre enfant, mais on perd le lien qu'on avait avec l'équipe, la place qu'on a pris, et qu'il y a une double perte. Donc je me disais, il y avait là plein d'éléments qui demanderaient à... Parce qu'il y a vraiment des recommandations pour comment travailler avec eux, justement. Carl-Léo Schwering. Non, je m'excuse, je suis dans un dilemme éthique, parce que c'est toi qui es le président de l'après-midi. Donc, c'est toi qui dois gérer le temps. Très bien. Non, je me permets d'intervenir parce que la question qui est soulevée là, si vous êtes d'accord, j'aimerais bien la retraduire sur le plan de ce qui est au cœur de notre colloque, hein, c'est-à-dire effectivement les questions méthodologiques que ça pose. Et d'abord, je voulais vous remercier parce qu'effectivement, avec tout ce que vous nous avez dit et tout ce que vous nous avez exposé, vous êtes au cœur de toutes les questions qu'on se pose, hein, tout au long de ces 2 journées. Et donc, par exemple, quand François Villa a dit « est-ce qu'il faut se précipiter ?» etc., moi, je me permets de revenir un tout petit peu en amont, parce que pour vraiment mettre l'accent sur un des points méthodaux qui sont, je pense, fondamentaux et qu'on repère particulièrement aujourd'hui, quand bien même ils étaient déjà là, enfin, ce point avait déjà été évoqué, mais pas aussi nettement. C'est-à-dire, ce point, c'est lorsque on termine un processus de recherche et qu'on arrive à des résultats, c'est, avec ces résultats, qu'est-ce qu'on fait avec ces résultats, entre guillemets. Et effectivement, on sera tous tout de suite d'accord, c'est tout bête. Mais en même temps, c'est une question fondamentale, parce que, ici, on voit bien comment, vraisemblablement, et c'est à vrai dire aussi une question que je vous pose, c'est-à-dire, on voit qu'ici, il y a la perspective d'une retombée sur la manière ensuite, hein, de concevoir les soins ou de concevoir le processus thérapeutique, etc. La question que je vous pose, c'est, se pourrait-il qu'au fond, d'emblée, cette perspective d'un impact ou d'une implication, hein, sur la manière même dont est conçu, hein, tout le traitement, sur le plan de ce que font la pratique quotidienne des soignants, est-ce que cette question elle était là d'emblée, parce que, tant pis si c'est un peu... il faut vraiment aller jusqu'au dernier détail de cette affaire, parce que on peut penser aussi que sans qu'on se le formule suffisamment, ça devient peut-être aussi une question trop contraignante finalement. Ça pose, je vais le dire encore plus simplement, ça pose la question de la recherche fondamentale, c'est-à-dire est-ce qu'on peut à certains moments faire de la recherche sans qu'on soit subtilement travaillé par le fait qu'il faudrait non seulement qu'il y ait des résultats de recherche, mais qu'il y ait des retombées utiles pour le travail clinique. Je dis ça parce que, c'est pour ça que je prends du temps pour le développer, parce qu'on peut parfois, dans une collaboration anthropologue, sociologue, psy, médecin, être au fur et à mesure du temps fortement déterminé par cet objectif commun qui est d'un autre ordre que la recherche comme telle, qui ne doit pas nécessairement être je vais prendre un mot qui est impropre, mais une forme de commande, si vous voulez, hein, où le processus de recherche est déterminé par ce résultat-là. Et pour le dire encore autrement, il me semble que c'est ça la question de François Villa, c'est effectivement, c'est un moment méthodologique interdisciplinaire extrêmement puissant, fort, essentiel, c'est comment est-ce qu'on interprète les résultats, effectivement. Hein, rien que ça, c'est toute une affaire. Allez, je fais le président. Mais je voulais le mettre en lumière parce que la question de l'interprétation de résultats est intéressante, parce que la question qui se pose là, c'est est-ce qu'on peut, peut-être là, comme on le disait hier, hein, hier il y avait la question de la confusion des langues, si vous vous souvenez, certains étaient là, et il y avait la question aussi, quand est-ce qu'on revient à la maison, c'est-à-dire dans sa discipline. Hein, et est-ce que l'interprétation des résultats n'est pas typiquement un de ces moments où il faut pouvoir revenir à la maison, en quelque sorte, et presque, je vais exagérer, mais exprès, presque que, par exemple, enfin je parle de moi parce que je suis psychologue aussi, que je connais mieux ce cas-là, où à un moment donné, il faut pouvoir presque dire, écoute, ce que tu fais avec ces résultats, toi, médecin, j'en sais rien finalement, par exemple.
Peut-être que là s'arrête, juste une suggestion. Il y a des moments où effectivement les limites réapparaissent, mais au sens où elles sont épistémologiquement nécessaires et même pour les implications pour la pratique. Voilà, je voulais juste... Non, mais oui, c'est une très bonne question. Je suis assez d'accord avec... Alors, non, l'implication n'était pas à l'œuvre quand on a démarré ce projet. Par contre, oui, c'était une commande. Pourquoi je réponds comme ça? C'est qu'effectivement... et ça répond en partie à la première question sur la dimension éthique. Quand Valérie a souhaité faire ce travail-là, moi je travaillais très très peu avec les adolescents et jeunes adultes, parce que moi je travaille plutôt dans le secteur adulte habituellement et dans le secteur des proches. Donc en fait j'étais assez loin cliniquement de la question. Et donc j'avais pas de représentation a priori de ce que ça allait donner. Je trouvais la demande très médicale. Et je me suis dit, bon, voilà, j'ai choisi une méthode en me disant peut-être que d'autres choses vont émerger et que moi je pourrais m'en saisir en tant que psychologue. Donc en fait je voulais un peu lui voler une interprétation des résultats. Ce qu'on a commencé à faire avec la partie sur les besoins, et bien évidemment, il y a encore plein de données qui pourraient être exploitables. C'est-à-dire que là, on a publié 2 articles. Le premier, plus par rapport à la demande, ce qui me semblait quand même la base. Mais là, si on voulait en faire 4, 5 autres, il y a plein de choses qu'on peut effectivement détricoter. Après, c'est pas un nom ferme, parce que comme c'était quand même une commande, voilà, je pense qu'il y a une injonction, pas forcément dite, à il faut que ce que tu fais, puisque tu fais de la psychologie dans le champ de la médecine, ait un intérêt pour les gens avec qui tu travailles. Alors je dirais que dans ce contexte-là, ça va à peu près, parce que je sais que Valérie va me redemander des choses, même si mes études montrent qu'on n'a rien appris du tout, et qu'en fait, pour elle, et que c'est moi qui pars avec les données dans mon coin en me disant, moi, ça comme psychologue, ça m'intéresse drôlement, et je vais aller le publier dans mon coin. Mais voilà, donc c'est... Après, je ne pense pas qu'on puisse complètement dire non à partir du moment où on travaille en groupe. Voilà, il y a forcément ça. Mais effectivement, de temps en temps, rentrer à la maison est très tentant. Je suis assez d'accord là-dessus. Je peux pas trop répondre à cette question. D'un point de vue instinctif, je vous dirais que oui, étant donné que c'était une commande, oui, on avait besoin d'implication. Et oui, la recherche pour la recherche, quand on est clinicien de base, voilà. C'est plus difficile. Je dirais que l'acquis principal, ça a déjà été de se poser la question et de pouvoir se poser la question en tant qu'équipe, en tant que clinicien, et de savoir qu'on pouvait la monter. À la limite, les retombées, on a vu émerger des choses, mais qui ne sont pas en contradiction complète avec notre pratique quotidienne. N'est-ce pas? Donc c'est quand même rassurant. C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, enfin, mais c'est quand même intéressant. Ça nous a légitimé dans le fait qu'on pouvait déjà poser des questions et avoir des choses. Qu'est-ce qu'on va en faire? De revenir à la maison en tant que clinicien? Non, on va revenir pour s'en servir. Forcément, parce qu'on a... Moi, très objectivement, j'ai pas fait ça pour la recherche quoi. J'ai fait ça parce que je galère à prendre en charge des adolescents mourants et que j'essaye de comprendre comment pouvoir faire mieux avec eux et leur famille. C'est très pragmatique. Voilà. Après, elle s'en sort, elle fait comme elle veut. C'est donné, elle fait comme elle veut, elle publie ce qu'elle veut. Non, mais je vais être plus clair. Ce qui se passe entre Valérie Laurence et Jean-Michel Zucker à l'instant, c'est quand même un petit attention, on travaille quand même bien. Alors que... Non, il y a eu, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un moment de tension amusant et intéressant d'ailleurs, qui fait que justement, on peut penser au bout du compte que les équipes n'ont pas accompagné comme il fallait cette question de la fin de vie. Et je pense qu'en fait, c'est un malentendu complet. Et qu'à vrai dire, ce que pointent les familles, et je crois que c'était tout à fait le sens de l'intervention de François Villard, c'est la vraie question, c'est au fond, est-ce qu'elles viennent pointer un défaut de ceci ou de cela dans l'équipe ? Ou est-ce qu'elles viennent pointer quelque chose qui est fondamental et qu'on va tous comprendre tout de suite, c'est que devant la mort, on est tous complètement désemparés, qu'il n'y a aucun accompagnement qui est possible, quand bien même on soit formé, habitué et tout, que les familles rencontrent ce point de solitude et d'abandon, quand bien même vous avez toutes les informations de la Terre, qu'on peut aussi se demander si dans l'après-coup, ces familles ont pu amener cette question dans leur environnement social plus large. Souvent, ce n'est pas le cas, comme vous savez. Du coup, il y a un effet rétroactif qui fait, mais au fond, ça a commencé plus tôt. Etc. Donc, c'est de nouveau la question d'interprétation et de savoir comment est-ce qu'à vrai dire, ça a du sens d'intervenir là-dedans pour les équipes. Moi, ce que je veux dire, c'est que... Attendez, il y a quelqu'un aussi qui veut intervenir là-bas. On va laisser un peu la salle... Ça va partir... Je peux déborder de combien de temps les organisateurs? Parce que là, normalement, allez-y. Ça va partir un tout petit peu dans un autre sens.
est plus méthodologique pour le coup. Ça avait été dit au départ qu'il y avait quand même eu des résistances très importantes au niveau des équipes, des questions éthiques aussi importantes, et que j'imagine que ça avait été quand même une période très longue. Et je me demande, ça m'intéresse beaucoup de savoir un petit peu comment est-ce qu'on peut dépasser ces stades, notamment au sein des unités, des équipes. Quels défis pédagogiques, quels défis sociaux, et comment est-ce que en fait, vous êtes arrivé à ce succès quand même de pouvoir faire cette recherche dans ce contexte. Et je me demande aussi, à titre d'hypothèse, sur le lien avec notamment l'applicabilité. Est-ce que le fait d'avoir une commande ou une question appliquée permettrait pas justement de dépasser un petit peu ces résistances, et d'où la valeur d'une question pratique et non fondamentale, si on veut faire cette distinction? Alors, je laisse Jean-Michel brièvement. Je vous réponds après. Et puis après, Il y a un on interlude et je s'arrêtera vous là. réponds. Oui. Allez-y, Très Jean-Michel, je répondrai après. Très brièvement, deux mots. Le premier, c'est qu'on a eu un exemple éclatant de ce en quoi le quantitatif, avec cette avalanche de chiffres qui pouvaient être interprétés de façon complètement fautive, n'épuise pas la réalité, une réalité qui ne peut être explorée que par le qualitatif. Bon, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est une question. Comment avez-vous présenté la recherche des 24 familles aux parents? Les objectifs, comment? Parce que la présentation des objectifs peut modifier complètement la réponse. Alors, je réponds et je vous réponds, parce que de toute façon, on avait mis dans la lettre qu'on voulait comprendre leur expérience de la fin de vie, très directement. Voilà. C'était, je pense, à peu près, c'était le meilleur reflet, on trouvait, de la relance d'entrée de l'entretien, en fait. On se disait, il faut quand même que les gens sachent un peu avec quoi on va démarrer, même si là aussi, méthodologiquement, on nous injoncte de ne pas trop donner d'éléments pour pas cibler le phénomène. Mais là, on s'est dit, on ne peut pas décemment, et là, ce ne serait pas passé éthiquement. Et du coup, je fais le lien avec votre question. C'est une très bonne remarque, parce qu'un des grands problèmes des comités d'éthique, c'est que pour vous donner les autorisations, ils vous demandent de prévoir à l'avance tout le circuit en tant que problème. C'est-à-dire que même si vous ne vous dites pas, il faut que je prévoie des retombées cliniques, des groupes, des je ne sais pas quoi, ou des consultations de pédopsie, ils vous obligent à mettre les noms et les lieux où vous allez orienter les différents acteurs en cas de problème. Donc de toute façon, même si vous ne vouliez pas y penser, on est un peu obligé d'en passer par là, sinon vous n'avez, avec ces populations-là, je parle vraiment du deuil parce que c'est ce que je connais dans les comités d'éthique, ils vous demandent de faire ça. Et deuxième point, comment est-ce qu'on surmonte les trucs successifs en parlant? C'est-à-dire que ce n'est pas les dossiers écrits qui fonctionnent. Il y a un moment, il faut aller rencontrer les comités d'éthique et leur dire, voilà, je sens que ma recherche, elle vous heurte. J'aimerais bien qu'on en parle pour progresser éthiquement, pour trouver des nouvelles normes, et que c'est aussi comme ça qu'on fait évoluer un tout petit peu les critères des recherches éthiques, et qu'on arrive à leur rappeler qu'il y a des choses qui sont publiées sur les caractéristiques éthiques du travail avec certaines populations sensibles, donc en recherche fondamentale ou appliquée en plus. Donc, mais le degré d'application joue. Très vite, c'est très bien. Oui. Vous aviez demandé un comité de protection des personnes, bien sûr. Oui. Un CPP, un comité d'éthique, NIL, CCTRS, tout le Bataclan. Donc, on a passé beaucoup de réunions avec, les équipes, c'était les équipes médicales, d'accord. À partir du moment où on a eu l'idée de cette recherche, on a commencé à la construire, je suis avec ma commande, comme on dit. Il a fallu qu'on se rencontre à de très nombreuses reprises pour pouvoir expliquer, à la fois en s'appuyant sur la littérature, en disant ces études ont déjà été faites dans d'autres pays et on a vu que ça n'avait pas d'entourée négative, en s'appuyant sur l'expérience clinique. Quand on est endeuillé pour sa vie, que ce soit à 2 ans, à 5 ans, à 10 ans ou à 20 ans. Donc ça nous paraît jouable. Et en essayant de convaincre les gens comme ça, alors c'était compliqué à l'époque parce qu'on n'avait pas encore l'unité AJA, on avait encore 2 services qui étaient relativement, qui prenaient ces 15-25 ans, il y avait l'équipe de pédiatrie et l'équipe d'oncologie médicale. Alors avec des pédiatres qui se souvenaient absolument de tous les patients qui étaient morts dans leur service, et quand on leur disait un prénom, voilà, les oncologues médicaux disaient, de toute façon, moi j'en ai tellement que... Voilà. Non mais je caricature, mais c'est ça la réalité, d'accord. Donc le vécu du deuil était déjà tellement différent entre ces deux équipes que évidemment il y a eu une équipe où on a eu plus de réticence parce qu'il y a eu une équipe qui était plus tournée vers les familles.
qui étaient plus dans cette triangulation, qui étaient plus dans ce modèle de soins de prise en charge des familles. En oncologie médicale, comme je vous redis, quand on a un service de 40 lits, on a 3 décès dans le week-end, le travail sur les endeuillés, c'est un travail qui n'est pas au cœur de la question, on va dire. Hein, d'accord? Donc on arrive à l'amener au cœur de la question. Moi j'ai des collègues qui m'ont dit c'est très bien en médecine adulte, c'est très bien, mais bon, tu prends un peu la tête pour rien. Je pense pas, mais voilà. Je pense qu'en fait cette étude pourrait être aussi bien menée chez des jeunes mères avec qu'est-ce qui se passe après, avec les conjoints, avec les enfants, avec les femmes de 40 ans, avec les hommes de 60 ans. Ça pourrait être, il se trouve qu'on a pris cette population fragilisée, mais voilà, donc en fait, les convaincre, c'est ça. Pour les addictions, c'était exactement pareil. Hein. Quand on m'a dit, tu vas arriver chez tu vas faire une recherche et tu vas arriver chez les jeunes gens en disant combien tu bois, combien tu fumes, et les parents, ils vont jamais vouloir. Déjà, on va essayer. Donc on a fait une phase pilote. Et en fait, il n'y a aucun parent qui a dit non, il n'y a aucun jeune qui a dit que le questionnaire est trop compliqué. Et on a juste démontré par l'exemple, par la faisabilité et par le fait qu'on n'était pas dans l'inclusion. Voilà, et c'est pareil, avec les médecins, il faut beaucoup les convaincre par la littérature. On leur a montré le déclaratif, parce que tout le monde nous a dit, mais moi j'avais dire la vérité. Hein. Déjà, reprenons la littérature, reprenons les bases. Il y a tellement de préjugés, d'idées toutes faites et de choses, en particulier sur les adolescents. Quand on s'occupe d'adolescents, on se rend compte à quel point. Voilà, c'est ça. Moi j'ai eu des réunions avec des gens de la direction de la recherche clinique qui étaient elles-mêmes mères de famille, qui devaient avoir leur gamin qui devait avoir fumé son premier jour la veille, mais c'était genre qu'il a fallu les convaincre, et c'était bourré d'interprétations. Et donc il faut qu'on arrive à la fois en dépassionnant le débat, en faisant retentir à des choses qui sont du clinique, mais on y arrive, et puis après, ça c'est déjà ça c'est du quotidien. Et après, pour construire ces projets, ça prend... ce qu'on vous a présenté, c'est des années de réflexion et d'interaction. La vérité est jamais loin du mensonge. Hein. Merci beaucoup, parce que c'était vraiment de...